Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette 11e conférence du cycle « Et si on parlait du cerveau ?» On est encore chanceux cette soirée puisqu'on accueille la professeure Christelle Maillard qui travaille au département de logopédie, qui est professeure au département de logopédie et qui est aussi vice-doyenne à l'enseignement à l'Université de Liège. Alors, je reconnais quelques têtes, donc vous connaissez un petit peu le principe. C'est une conférence qui est organisée par le réseau Réalisme, mais on a évidemment la chance d'avoir plein de partenaires. On a la clinique psychologique et logopédique de l'Université de Liège. On a aussi nos partenaires de Réjouissance qui nous accueillent aujourd'hui dans leur magnifique amphithéâtre. Et puis on a aussi le GLS qui est le partenaire depuis le début de ce cycle. Alors, vous dire que la conférence, elle est organisée dans le cadre de Réalisme. Donc, pour les abonnés aux conférences, vous connaissez déjà. Pour les autres, vous dire que c'est le réseau intersectoriel pour le bien-être et la santé mentale des enfants et des adolescents sur tout le territoire de la province de Liège. Et c'est un réseau qui est intersectoriel, c'est-à-dire que la santé mentale, tout le monde en a une. Et donc, on travaille avec tous les secteurs qui travaillent avec des jeunes et avec des parents et avec les professionnels sur le territoire. Vous dire que, comme l'a dit Corinne, les conférences, c'est pas nouveau. Ça a débuté en 2023 avec le développement du cerveau, les 1000 premiers jours, l'enfance, le cerveau de l'adolescent. Ça a continué l'année dernière avec les réseaux sociaux, les drogues, l'hygiène de vie, le sport et l'alcool. Et on a commencé une nouvelle année. Et nous voilà ce soir à la conférence de Madame Maillard. Et donc, on vous souhaite une bonne découverte. Je vais faire avec ça, je pense. Voilà. Ah, magnifique. Parfait. Mais bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de vous parler du langage. Alors, c'est toujours un défi de construire une conférence pour un public varié, avec à la fois, j'imagine, des parents, des enseignants peut-être, des professionnels de santé. Moi aussi, je reconnais quelques têtes. Donc, j'espère que chacun d'entre vous y trouvera des choses. Et puis, évidemment, je suis à votre disposition par la suite. Alors, je suis logopède, donc ma spécialité, c'est travailler sur le langage et en particulier sur le langage oral chez les jeunes enfants. Et donc, je vais vous emmener avec moi pour découvrir à la fois les particularités du langage, mais aussi ce qui se passe, les questions qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas si bien et qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Vous verrez qu'on aura une vision plus globale. Alors, pour démarrer, pour qu'on parle de la même chose, je vais vous proposer tout de suite de vous mettre dans le bain, et puis c'est vraiment le cas de le dire, puisqu'on va se retrouver dans une salle de bain. Et je voulais vous montrer à quel point le développement du langage, ça va vite. Donc, entre les premiers cris que je vous épargne, parce que tout le monde a en tête les premiers cris d'un bébé, qui est vraiment la première façon de communiquer, en tout cas dès la naissance, à déjà du langage d'une petite fille ici, une petite Ninou qui a 3 ans. Donc, on va écouter ce qu'elle raconte et puis on le décomposera ensemble pour vous montrer comment nous, on analyse et on décortique le langage par rapport à des échantillons. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je vais donner un tortue. Bonjour, Madame Tortue. Elle est où, ma maman? Elle est partie là, elle est ici, là. Je vais demander à Madame Pico-Pop, Madame Pierre. Bonjour, Madame Pierre. Elle est où, ma maman? La petite là, ici, là. Je vais demander à Papa Crabe. Bonjour, Maman Crabe. Elle est où, ma maman? Elle est partie là, ici. Ah, merci, elle va donner un drap des copains. Bonjour, Madame les copains. Elle est où, ma maman? Elle est partie là. Maman, à toi. Voilà, donc vous avez droit à l'histoire de Madame
pieuvre, non, le petit poisson qui cherche sa maman. Donc vous voyez qu'à 3 ans, il y a déjà des constructions assez complexes et on va regarder ensemble comment on peut décomposer ça. Alors je ne sais pas si vous avez tout compris ou si vous avez compris l'idée, mais peut-être en ne comprenant pas tous les mots. Ce qui est assez normal par rapport à cet âge-là, c'est une petite fille ici qui n'a aucune difficulté particulière pour développer son langage, qui a même plutôt un langage assez riche pour son âge, mais c'est évident que quand on apprend à parler, on n'apprend pas du premier coup à faire des phrases parfaites et il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors quand on regarde le langage, pour nous, ce n'est pas une entité global, il y a des choses différentes qu'on va regarder. Et la première chose qui va nous intéresser, ou en tout cas une des choses qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la phonologie ou la phonétique, c'est-à-dire le niveau des sons. On va regarder la façon dont un enfant maîtrise les sons d'une langue. Et quand il apprend un système phonologique d'une langue, et puis s'il est multilingue, il va devoir apprendre plusieurs systèmes phonologiques, puisqu'il y a, vous le savez, des sons qui existent dans certaines langues qui n'existent pas dans d'autres, etc. Il va faire des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs qui nous inquiètent beaucoup, sauf si elles sont très fréquentes et qu'elles durent très longtemps. Mais tous les enfants font des erreurs, et vous en avez entendu. Alors, qu'est-ce que ce sont les erreurs phonologiques ? Ce sont des erreurs qui vont conduire au fait que le mot est un peu déformé, mal prononcé. Il va être remplacé par quelque chose qui est phonologiquement proche. Alors, par exemple, vous avez sans doute reconnu qu'elle disait partie, sauf qu'elle dit pâti, cab pour crabe, nécopampe pour hippocampe, parce qu'en plus, il y a un problème de segmentation. C'est comme quand un enfant dit le navion, etc. Donc, ce sont des erreurs qu'on va retrouver. Si on a beaucoup, et si on avait eu un enfant plus jeune, on aurait eu des productions plus inintelligibles, mais progressivement, on va avoir toute une série de choses qui vont se mettre en place au niveau des sons. Donc, un enfant, quand il apprend une langue, il doit apprendre à maîtriser le système phonologique de la langue qu'il apprend. Il doit aussi apprendre du vocabulaire. Donc le niveau des mots, quand on met les sons ensemble, à un moment donné, ça fait des mots. Eh bien, il doit apprendre des mots, il doit apprendre des concepts, il doit apprendre le lien entre des étiquettes sonores et les concepts qui sont représentés. Puis là aussi, en apprenant, il tâtonne et on va retrouver des erreurs, parfois un mauvais choix de mots. J'ai les jambes essoufflées, on peut comprendre qu'effectivement elle ne fonctionne plus bien, qu'il est fatigué, mais juste ça ne marche pas ensemble, jambes essoufflées. Il va faire des substitutions, il va mettre un mot pour un autre, il va parler de canard à la place de poule ou des choses comme ça. C'est pas très grave quand on apprend effectivement d'affiner un peu ces éléments-là. Donc il y a toute une série d'erreurs qui sont des erreurs lexicales, parfois de créativité lexicale, c'est-à-dire qu'il va inventer des mots qui n'existent pas. Alors parfois la créativité lexicale, ça lui permet d'utiliser un nouveau mot qui existe, mais parfois ça donne des choses assez bizarres. Et les enfants de 3 ans, par exemple, ils sont très très friands de ce genre de choses, et vous avez certainement entendu des mots d'enfants, mais ça fait partie de l'appropriation du vocabulaire, des concepts. On s'intéresse aussi à la façon dont on met les mots ensemble, et quand on met les mots ensemble, ça fait des phrases. Et en langage oral, on parle d'énoncés, mais c'est la même chose, c'est les phrases, si vous voulez, de l'oral. Et on ne peut pas les mettre n'importe comment. Il faut respecter des règles d'ordre des mots, parce que si je dis papa embrasse maman ou maman embrasse papa, c'est pas tout à fait la même chose. Et si je dis papa mange une pomme ou une pomme mange papa, ça devient assez différent. Donc en français, par exemple, on a besoin de respecter l'ordre des mots, parce que l'ordre des mots, il nous aide à comprendre la signification de la phrase. Il y a des langues qui fonctionnent autrement, mais chez nous, l'ordre des mots est important. Donc ça, c'est les aspects de syntaxe. Et les aspects de morphologie, ce sont des aspects qui font référence à la conjugaison, etc. Donc quand on veut marquer le futur, le passé, le singulier, le pluriel, le genre, bien on va décliner les éléments. Je suis sûre que ça vous rappelle à tous des souvenirs de primaire où on travaillait la conjugaison, etc.
Et donc, de la même façon, quand les enfants apprennent à parler, ils vont aussi faire des erreurs morphosyntaxiques, des erreurs parfois de conjugaison, parfois il va manquer des éléments, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps, et on va voir qu'il y a des âges clés pour maîtriser ces éléments-là. Dans la petite vidéo qu'on a entendu des choses comme « Vous savez, elle est où ma maman ?» Les parties là. C'est pas complètement faux, mais c'est pas non plus tout à fait correct, mais ça vous permet quand même de retrouver des éléments. Ça, c'est le niveau des phrases. Quand on met les phrases ensemble, parce on ne parle pas avec juste des phrases, on parle en récit, en discours, eh bien, on est au niveau du discours. Et quand on a ce type de niveau, on va s'intéresser à la façon dont on va lier les phrases entre elles, les énoncés, pour garder une cohérence ou une cohésion. Donc si vous dites, et les enfants au début, ils vont beaucoup faire ça, si vous dites « il était vraiment super » et que vous n'avez pas juste avant expliqué qui est le « il », ça va être difficile de vous comprendre. Donc les enfants, et puis toute personne, on apprend que quand on veut remplacer par un pronom, il faut d'abord avoir défini les choses, etc. Sinon, c'est difficile de se comprendre. Donc tout ce qui relève de ces mécanismes de lien, de cohésion, de cohérence, pour raconter une histoire que vous allez comprendre, ça fait partie des mécanismes qu'on appelle discursifs. Quand on demande à un enfant d'expliquer un film que vous avez été voir avec lui, au début, c'est pas évident parce qu'il va pas spécialement le raconter dans l'ordre. Il va parfois, si vous n'avez pas vu l'histoire, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Et puis, c'est quelque chose qui va s'affiner. Il va être capable de raconter des histoires de façon de plus en plus construite. Mais au début, les enfants de 2 ans ou de 3 ans, ils peuvent raconter des histoires comme Ninou dans son bain. Mais parfois, c'est plus difficile à comprendre parce que ce sont des mécanismes qui vont se mettre en place progressivement. Et le discours, ça peut devenir très sophistiqué. Si vous avez de l'argumentation ou de la négociation, c'est des choses qui vont être travaillées bien plus tard qu'à l'adolescence, comme jeune adulte, etc. Il y a encore des mécanismes discursifs plus spécifiques qui se mettent en place. Donc, on voit que selon les lunettes qu'on adopte pour écouter ou regarder les choses, on peut s'intéresser à des choses différentes. Et enfin, le dernier niveau, c'est la capacité à utiliser le langage de façon appropriée dans sa fonction sociale. Ne pas passer du coq à l'âne, respecter le tour de parole, pas parler tous les deux en même temps, sinon on ne se comprend pas. Garder le thème d'une conversation, c'est-à-dire que quand on change de sujet, on le dit, je vais changer de sujet, etc. Si vous changez tout le temps de sujet, c'est difficile de comprendre. Tenir compte aussi de ce que votre interlocuteur sait, ça fait partie aussi des négociations un peu pragmatiques, et avoir un comportement non verbal inapproprié. Si vous parlez trop proche de quelqu'un, par exemple, ce n'est pas une façon appropriée d'être en communication. Donc, il y a plein d'éléments là-dessus qu'il faut apprendre et que l'enfant va apprendre sans jamais avoir un apprentissage explicite. Il n'y a aucun moment où on s'assied à côté d'un enfant en disant « Attention, écoute bien, on va maintenant apprendre la conjugaison, je vais t'expliquer les règles pragmatiques, etc. » Tout ça s'apprend de façon implicite, automatique et, dans la grande majorité des cas, de façon assez fluide et assez vite. Alors, si je vous montre un peu ce panel de points d'attention, c'est parce que chacun de ces composants langagiers peut faire l'objet de difficultés plus spécifiques ou bien de difficultés à un moment particulier du développement, parce que tout ne se met pas en place en même temps. Alors, ici, j'ai renoncé à vous mettre les références parce que sinon, vous allez voir que la figure va être illisible. Mais bien sûr, ce que je vais vous expliquer, il y a beaucoup de travaux qui sont à l'origine de ceci. Donc, j'ai essayé de vous faire une ligne du temps dont vous verrez que les proportions ne sont pas du tout à l'échelle, mais il y a plus de choses qui se passent au début, donc j'ai gardé ça comme ça. Donc, on a, si on part de la période prénatale, parce que l'apprentissage du langage, ça commence avant la naissance, en période néonatale, petite enfance, âge préscolaire, c'est-à-dire la maternelle en gros, l'âge scolaire plutôt
la période primaire, l'adolescence et l'âge adulte, avec les jeunes adultes entre 18 et 25 ans et les adultes à partir de 25 ans. Et j'aurais évidemment pu continuer tout au long de la vie, puisque quand on a une perspective développementale, ça va aussi jusqu'à la façon dont le langage peut s'altérer aussi en fin de vie. Et ce n'est pas l'objet de la conférence ici, mais il y a des similitudes entre la façon dont ça se construit et dans la façon dont ça se fragilise. Alors, la phonologie, vous vous rappelez, c'est la maîtrise des sons dans la langue. C'est vraiment quelque chose qui se prépare dès la période prénatale et en gros autour de la période de 6 mois de grossesse, parce que dans le dernier trimestre de la grossesse, le système auditif est relativement fonctionnel et le bébé va passer une grande partie de son temps d'éveil à traiter des stimuli sonores. Alors bien sûr, c'est pas la même chose que quand on est né, parce que quand on est in utero, on est dans le liquide utérin, et donc c'est un peu la même genre de sensation que ce que vous avez si vous vous mettez la tête sous l'eau dans votre baignoire et que vous écoutez de la musique. Il y a des choses que vous entendez et il y a des choses que vous entendez moins bien. Ce qu'on entend bien, c'est plutôt les sons graves. Ce qu'on entend moins bien, c'est les sons aigus. Et ce qu'on entend surtout, c'est ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire la musique de la langue, les rythmes, etc. Et donc, on sait que le bébé, il a déjà une sensibilisation à sa langue maternelle, en tout cas aux caractéristiques principalement rythmiques et prosodiques dans le sens musical, l'intonation, etc., pendant toute la période d'éveil du dernier trimestre. Donc il y a déjà des choses et il y a des travaux et il y a des possibilités aussi de détecter parfois des difficultés, notamment des difficultés auditives, avec certains dispositifs expérimentaux où on va regarder la réactivité cardiaque. Est-ce que le bébé réagit ou pas à des sons? On habitue le bébé à un type de son, puis on va changer et on va voir s'il y a des réactions ou pas. Et ces travaux-là, ils ont permis de montrer que le bébé il pouvait faire la différence entre des voix différentes, parfois entre des rythmes différents, avec de la musique et du bruit et des choses comme ça. Donc il y a toute une série de travaux qu'on n'a pas le temps aujourd'hui d'aborder, mais qui existent et qui sont très intéressants sur les capacités auditives qui préparent le bébé à apprendre la langue dès le début de la grossesse. Alors il se passe beaucoup de choses la première année, notamment dans le calibrage des sons. Le bébé il a la possibilité d'apprendre n'importe quel type de langue et puis il va progressivement perdre cette capacité pour se spécialiser vers les sons de sa langue maternelle. Il y a déjà des choses qui sont au niveau des consonnes qui bougent vers 10 mois et puis des réorganisations. Donc il a un cerveau un peu statisticien, il est capable de traiter beaucoup de choses. Et puis, progressivement, il va devenir hyper spécialiste des sons qu'il entend et des sons auxquels il est confronté, qui sont en général ceux de sa langue maternelle. Et s'il y a plusieurs langues, il va garder ses habiletés par rapport aux différents systèmes phonologiques. Alors, la maîtrise des sons, grosso modo, on dit que vers 5 ans, un enfant est assez intelligible et on va considérer que vers 6-7 ans, avec le fait de passer au langage écrit, il a développé aussi non seulement une bonne maîtrise des sons, mais aussi ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est la capacité de réfléchir sur les sons, c'est-à-dire de se dire, tiens, ce mot-là, on entend la même chose que dans celui-là, ou celui-là rime avec celui-là, etc. Et donc, vers 7 ans, on peut considérer que vraiment le système phonologique, il est bien stable et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses que l'enfant va apprendre. On n'apprend pas des nouveaux sons, en tout cas de sa langue maternelle, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Donc, il y a une période qui est plus propice par rapport à ça. Au contraire, le lexique, le vocabulaire, c'est une trajectoire de développement qui est assez différente puisque peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre un mot nouveau ou plusieurs mots nouveaux. Tout ça pour vous montrer qu'on va apprendre du vocabulaire tout au long de sa vie.
Alors bien sûr, avec des moments où on apprend plus de choses, des moments où le rythme d'acquisition est plus soutenu. On sait qu'il y a dans la petite enfance des moments où il y a vraiment une explosion, où les enfants apprennent plein de nouveaux mots et les parents le remarquent en disant c'est incroyable, il a vraiment appris beaucoup de mots, souvent vers 18 mois. Où là, il y a vraiment une amélioration du rythme, mais grosso modo, on va apprendre tout au long de sa vie. Alors, dès la naissance, on a des données où il y a des études à la maternité. Quand on voyait J2, c'est au 2e jour de vie. Qu'est-ce qu'on utilise comme dispositif ? Ce sont des dispositifs où on va partir du réflexe de succion des nouveau-nés, du fait que quand quelque chose les intéresse, ils vont avoir tendance à téter plus rapidement. Et donc, on met des petits capteurs dans les tétines et on va regarder ce qui se passe quand on leur propose des sons, quand on change les sons, etc. Donc, il y a toute une série de travaux intéressants qui sont faits dès la naissance. Alors, dès la naissance, bien sûr, on ne pense pas que l'enfant comprend les mots, mais on peut repérer qu'il peut être sensible à certains changements, etc. Et tout ça met un peu la table, comme on dit au Québec, pour l'acquisition lexicale par la suite. Alors, dans les repères, on peut dire qu'à 6 mois, on a vraiment des données qui montrent que les enfants reconnaissent quelques mots, donc souvent 5-6 mots, parmi lesquels leur prénom, et puis des mots qui sont très très fréquents. Pour le lexique, on va le voir, ce qui est important, c'est d'entendre et entendre et réentendre. On apprend quelque chose avec des notions de fréquence. Plus on les entend, plus ça nous aide à apprendre le vocabulaire. Et donc, vers 6 mois, les bébés ils reconnaissent des mots comme biberon, leur prénom, parfois le nom de l'autre doudou, le nom du chien, enfin des mots qui ont été beaucoup stimulés et qui sont intéressants pour les bébés. Donc là, il y a des paradigmes qui montrent qu'il y a une vraie compréhension et à ce moment-là, à 6 mois, le bébé peut être assis et on va utiliser des paradigmes d'eye tracking, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'enfant, par exemple, si on veut voir s'il connaît le nom Bal, mais on va lui proposer Bal et chien, et puis il va entendre Bal et on va regarder s'il regarde plus longtemps Bal que chien. On va regarder la durée de fixation, et puis on va contrebalancer tout ça et on va voir s'il y a des résultats qui sont différents du niveau du hasard. Et ce type de paradigme permet de regarder le niveau de compréhension des enfants. Donc 6 mois, premier signe de compréhension des mots. Et autour d'1 an, les premiers mots. En général, les premiers mots, tout le monde s'en rappelle un peu, et c'est globalement autour d'1 an, avec dans le vocabulaire une première période où entre 1 an et 18 mois, l'enfant va apprendre lentement, environ 1 mot par jour. Et puis après 18 mois, on va vraiment avoir une explosion avec quasi 1 mot par heure d'éveil, donc de 9, en général, à peu près 8-9 mots chaque jour. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment exploser. Donc on a ce qu'on appelle une acquisition non linéaire. L'enfant apprend tout le temps, mais il y a des moments où l'apprentissage est lent, puis il y a des moments où ça va plus vite, et puis ça va continuer à progresser, mais vous n'apprenez pas 9 mots nouveaux tous les jours. Maintenant, on est dans des choses qui sont des rythmes d'acquisition qui sont différents, même si vous apprenez encore de nouveaux mots. Alors au niveau de la morphosyntaxe, on est sur des choses assez similaires, c'est-à-dire qu'on a des signes tout petits de sensibilité à l'ordre. Donc par exemple, si on entraîne des bébés à des sons dans un certain ordre et puis qu'on change l'ordre, on va voir qu'ils vont détecter ces changements. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils détectent l'ordre de la grammaire, mais ça montre que cette sensibilité à l'ordre, elle est présente assez tôt et que c'est ces éléments-là qui vont l'aider quand il va devoir être sensible aux éléments d'une phrase. Et on peut considérer qu'on rentre dans la grammaire quand l'enfant combine 2 éléments. Donc, tant qu'il est sur un mot tout seul, on est dans du vocabulaire. Dès qu'on en fait 2, on est dans les débuts de la grammaire. Donc, les débuts de la grammaire, ça peut ressembler à cola pour encore du chocolat. Ça peut être papa, pati ou des choses comme ça. C'est quand on a 2 éléments, il commence à faire des phrases, puis on passera de 2 énoncés, enfin de 2 éléments dans un énoncé à 3, à 4, etc. 14 mois, un premier repère, parce que c'est les premiers signes de combinaison, et ces combinaisons-là, c'est pas encore entre 2 mots, mais c'est souvent entre un mot et un geste.
Donc l'enfant qui dit, qui montre et puis qui dit un geste en même temps, et quand le geste apporte une information différente de ce qu'il montre, on va utiliser ces éléments-là pour dire que on combine. C'est le premier signe de combinaison, et combinaison de 2 mots, c'est autour de 18 mois. Au même moment où le vocabulaire explose. Quand il y a suffisamment de vocabulaire, quand l'enfant a moins appris une 50aine de mots vers 18 mois, eh bien, il va pouvoir commencer à combiner. C'est comme s'il avait besoin d'abord de faire un stock lexical et puis il va combiner. Et de la même façon, ah oui, puis je ne vous ai pas expliqué le repère que j'ai mis à 8 ans pour le lexique, c'est le même que pour la morphosyntaxe. On pense qu'à un moment donné, la majorité des mots qu'un enfant apprend et les derniers réglages morphosyntaxiques qu'un enfant fait ne sont plus tirés du langage oral, mais viennent de sa capacité à lire et viennent du langage écrit. C'est-à-dire que l'enfant va apprendre une série de choses, et puis à un moment donné, les nouveaux mots, ils vont venir des livres. Et on sait ça parce qu'on a pas mal de travaux vraiment intéressants, notamment sur des poètes illettrés, où on montre que même si ce sont des poètes et qu'il y a une très grande maîtrise de la langue orale, le niveau de vocabulaire dépasse rarement le niveau d'un enfant de 8 ans quand il n'y a pas accès au langage écrit. Donc après 8 ans, la majorité du vocabulaire, du développement du vocabulaire vient du langage écrit. Donc si un enfant a des difficultés de lecture, vous comprenez déjà que ça va être compliqué de développer son vocabulaire. De la même façon, et on le verra, s'il a un vocabulaire qui n'est pas assez riche, ça va être aussi compliqué de comprendre ce qu'il lit. Donc il va y avoir des liens importants. Et pour la morphosyntaxe, c'est la même chose. Il y a des tournures de phrases ou des éléments. Je vais, à mon avis, pas souvent vous parler au passé simple, mais si vous ouvrez un livre, y compris un livre de contes, vous allez avoir du passé simple. Donc il y a des tournures morphosyntaxiques qui sont plus fréquentes à l'écrit. Donc il y a des choses qu'on entend, et je vais en tout cas vous rappeler, vous montrer que le langage se construit en interaction, mais il y a aussi des choses qu'on lit, et le langage écrit est important. Pour le discours, on est dans des choses un peu similaires, avec les premières narrations, les premiers récits. Mais pour ça, il faut déjà que l'enfant sache faire des petites phrases et qu'il mette les phrases ensemble. Donc c'est chaque fois un peu décalé. On a sur des premiers récits vers 2 ans, 2 ans et demi. Vous avez vu Ninon, elle fait déjà un petit récit, une petite histoire. Et ça va se développer de nouveau ce moment critique de 8 ans, qui est un moment où en général la lecture est suffisamment automatisée pour que les enfants puissent commencer à se nourrir au niveau du langage à partir de la lecture. Et on a des mécanismes qui vont vraiment se développer au moins jusqu'à 15 ans, qui sont encore notamment l'argumentation, etc. C'est vraiment des apprentissages du secondaire. Et là, pour le coup, qui demandent des apprentissages plus explicites. On va enseigner la façon d'argumenter, etc. Ce n'est pas uniquement des choses qui sont apprises comme ça. La pragmatique, c'est un peu tout au long de la vie. Tout petit, on a des données qui montrent que les bébés vocalisent en respectant le tour de rôle, c'est-à-dire que quand l'adulte parle, il s'arrête. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des mots pour être déjà dans une conversation. Il y a des choses qui sont très très précoces au niveau pragmatique, et puis il y a des ajustements. Tous les rôles sociaux liés à la langue, quand vous changez d'environnement professionnel, vous devez aussi apprendre les codes, etc. Donc il y a aussi des développements importants. Bref, il y a pas mal de dynamiques développementales, pas mal de trajectoires. Alors, quand on travaille dans le développement, comme ce qui est mon cas, on s'intéresse aux trajectoires, à la façon dont l'enfant va apprendre, et on va voir que les trajectoires sont parfois plutôt rassurantes ou plutôt inquiétantes, et que c'est difficile de pouvoir prédire l'un ou l'autre, mais pourtant, c'est des données qui nous aideraient beaucoup sur le terrain pour rassurer ou bien pour intervenir plus précocement. Ces trajectoires, elles sont aussi interdépendantes. C'est sûr que si un enfant a des grosses difficultés, on a vu les liens entre le vocabulaire et la lecture, mais le vocabulaire et la grammaire, entre les sons. Par exemple, si vous avez des gros problèmes de traitement des sons, ça va être difficile pour vous de faire la différence entre petit et petite, entre grand et grande, où en fait la marque de genre, elle est portée uniquement par un son, par T. Si vous n'entendez pas bien la différence, ça va être difficile de comprendre que c'est une marque grammaticale différente. Donc il y a toujours un peu des liens entre ces choses-là. Donc c'est sûr que moi je vous les ai décomposés parce que de temps en temps on va regarder plus finement l'une ou l'autre chose, mais l'enfant il apprend ça ensemble, et c'est ça aussi qui est à la fois
impressionnant de voir à quelle vitesse il va maîtriser des systèmes qui sont complexes et puis avec quelle facilité quand tout va bien. Et il y a des variations interindividuelles importantes, c'est-à-dire qu'au même âge, sans que ce soit inquiétant, il y a des enfants qui vont maîtriser beaucoup plus de mots que d'autres, qui vont faire des phrases plus longues que d'autres, etc. Donc, ça rend difficile parfois le fait d'être sûr qu'il y a des difficultés quand il y a une grande variation de performance chez les enfants qui vont bien. Donc, dans cette première partie, pour vous montrer un peu ce que c'est que le langage oral, je voulais aussi vous montrer que nous, on considère vraiment que c'est un socle important, un socle solide. Alors, c'est ici un petit dessin un peu plus complexe que ce qu'on utilise avec les parents, mais c'est ce qu'on leur montre. C'est que pour apprendre, il faut d'abord une sécurité affective, parce que si on est en stress, c'est compliqué d'apprendre. Mais il faut un langage oral solide pour développer deux choses qui sont importantes, qui sont à la fois l'accès au langage écrit, et ça j'y reviendrai sur les liens entre le langage oral et le langage écrit, et c'est hyper important parce que il faut que le langage oral soit bien solide pour rentrer dans le langage écrit. On voit parfois en maternelle qu'on essaye de faire des lettres de plus en plus tôt, mais ça n'a pas beaucoup de sens si l'enfant n'a pas de vocabulaire, par exemple. Donc il y a vraiment besoin de solidifier le langage oral avant de passer au code. Et aussi les interactions, les relations sociales, et puis le langage, c'est un outil d'apprentissage de tous les apprentissages. La gestion des émotions, tout ça passe aussi par des éléments qu'on peut verbaliser. Donc un enfant qui a des problèmes de langage, il va être en difficulté dans tous ces éléments-là, dans les apprentissages, mais aussi dans les interactions avec d'autres, etc. On sait que si ces piliers-là sont solides, ça conduit à la réussite éducative qui elle-même permet une bonne insertion professionnelle. Si on fait le lien entre la maîtrise du langage écrit et la réussite éducative, on dit souvent, et puis nous on le remarque aussi à l'université, y compris dans des facs, pas que dans les facs de lettres, aussi chez les ingénieurs, ils disent que le gros problème c'est la lecture des consignes qui fait qu'il y a beaucoup d'examens qui sont ratés parce qu'ils n'ont pas lu correctement les consignes. Et ça c'est du vocabulaire, c'est du langage, c'est pas des aspects mathématiques. Et donc ces aspects-là, ils sont importants et on va voir qu'ils conditionnent pas mal de choses. Donc le langage écrit, quand on regarde ce que c'est que la lecture, c'est deux composants, c'est décoder et comprendre ce qu'on lit. Donc décoder, c'est faire des correspondances entre des lettres et des sons, et comprendre, c'est pour pouvoir comprendre quelque chose, c'est la même chose que si vous devez le comprendre à l'oral, c'est-à-dire il faut du vocabulaire, il faut des sons. Et ces éléments-là, les aspects de son, de vocabulaire et de grammaire, c'est du langage oral. Donc si vous avez des difficultés en langage oral, ça va être compliqué pour le langage écrit. Vous pouvez apprendre le code tout seul très vite, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous serez un bon lecteur. Pour être un bon lecteur, il faut du vocabulaire, il faut comprendre les mécanismes, etc. Donc on a pas mal de données qui montrent qu'il y a des liens entre la maîtrise du langage oral, la maîtrise du langage écrit, la maîtrise du langage écrit et la réussite scolaire, et l'insertion professionnelle. C'est la même chose que ce que vous avez vu dans la maison tout à l'heure. On sait que le langage oral, c'est le médiateur des apprentissages. Le langage, et puis je vais vous le redire, c'est un peu partout et tout le temps. C'est un outil. C'est à la fois quelque chose qu'on peut apprendre. On peut se dire qu'on veut apprendre du vocabulaire, mais c'est surtout ce qu'on utilise pour apprendre. On sait que les habiletés langagières d'un enfant de 5 ans vont prédire sa réussite scolaire en français et en mathématiques en 4e année du primaire, et des liens entre les scores de langage et des réussites scolaires, on en a plein la littérature. On a des liens dès le vocabulaire de 2 ans. Le vocabulaire de 2 ans, il va prédire des choses, y compris jusqu'à des aspects à l'adolescence, des aspects scolaires. Donc les choses peuvent se jouer tôt, et on y reviendra, même si rien n'est figé évidemment, mais quand un enfant a un bon vocabulaire à 2 ans, on sait que en général c'est bien parti, et que au niveau de la réussite éducative, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Et l'habilité à comprendre et utiliser le langage, elle est vraiment critique pour la réussite scolaire. Donc
j'avais envie, avant qu'on rentre dans les difficultés, qu'on pose au moins ces choses-là, qu'on voit que le langage est composé de différents composants. Donc parfois, il y a des enfants pour lesquels le problème, ça va être la maîtrise des sons, mais tout le reste va bien. Il y a des enfants qui vont avoir des problèmes pour comprendre le vocabulaire ou qui n'ont pas assez de vocabulaire, mais il y a des choses qui vont bien, etc. Donc on va parler du langage, mais le langage, c'est beaucoup de choses. Et là-dedans, il y a toujours des points forts et parfois des zones de défi. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe, en sachant que chacun de ces composants a des trajectoires développementales propres, avec des moments où il y a beaucoup d'apprentissage et des moments où c'est plus calme pour cet élément-là. Et c'est un socle pour les apprentissages ultérieurs et aussi pour se construire, pour gérer ses émotions, pour se faire des amis, etc. etc. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants à comprendre pour rentrer par la suite sur ces éléments-là. Est-ce que jusqu'à présent, c'est OK? Est-ce que je vais trop vite? Non? Parfait. Alors, je vais maintenant vous montrer comment on apprend le langage. On a regardé ce que c'était que le langage et j'espère que je vous ai convaincu que c'est important, le langage oral, pour tout le reste de la vie. Dans l'acquisition du langage, en gros, vous m'excuserez pour les raccourcis, mais on va dire qu'il y a besoin d'un bon équipement neurobiologique. On est dans un cycle sur le cerveau, c'est sûr qu'il faut des bonnes habiletés, il faut des interactions de qualité et il faut une sécurité affective. Donc on a à la fois besoin d'un bon équipement, mais aussi d'un environnement dans lequel les enfants vivent et apprennent. Et il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'environnement et c'est aussi ces éléments-là qu'on va regarder. Alors, si vous devez retenir peu de choses, retenez que pour apprendre le langage, il faut des interactions. Et il faut des interactions de qualité. C'est vraiment ça qui est important. Alors, qu'est-ce que c'est que des interactions de qualité? C'est être capable, dans un premier temps, de détecter des initiatives communicatives de l'enfant et d'y répondre. C'est vraiment... alors, une initiative communicative d'un enfant, quand un enfant veut communiquer, parfois il tire juste ça pour dire, quand il est petit, il va montrer, etc. C'est pas forcément les premières... L'enfant, il communique bien avant de savoir parler. C'est parce qu'on réagit et qu'on communique avec lui qu'il va développer son langage. Alors, c'est pas toujours évident, et c'est d'autant moins évident quand les signaux, les intentions de communication sont petits, sont subtils, etc. Mais c'est évident, dès qu'un bébé vocalise, qui fait « ah », tout de suite les parents disent « ah, mais oui, tu es fatigué, je le vois bien ». Ils vont tout de suite attribuer des intentions communicatives, même si le bébé, il n'est pas en train de dire ça, mais ça n'a aucune importance. Ils vont mettre en place une interaction, et c'est parce qu'on va interagir avec un bébé qu'on va lui parler, qu'il va pouvoir apprendre le langage. On sait que si on ne parle pas à un enfant, il n'apprend rien du tout, et il y a des cas extrêmes d'enfants sauvages. Donc vraiment, l'interaction est importante, et la façon d'y répondre aussi. C'est-à-dire qu'on va le voir, il y a des stratégies qui maximisent les choses, qui font que la réponse est plus efficace. Mais dans tous les cas, si vous voulez qu'un enfant parle, il faut lui parler. Il n'y a pas d'autre secret que ça. Ce qui compte, c'est le langage qui lui est adressé. Un enfant, pour apprendre un mot, il a besoin de l'entendre, et à un moment donné, il va dire. Et si un enfant qui a des difficultés de langage, il a besoin de l'entendre. C'est juste une question de fréquence, etc. Il faut faire plus de la même chose. Les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage de la langue, ils n'ont pas des mécanismes différents, ils n'ont pas un cerveau qui est complètement construit à l'envers, ils ont juste besoin souvent de plus de temps et de plus de fréquences d'occurrence. Donc on va souvent revenir sur ces notions-là. Donc c'est important la quantité de langage adressé à l'enfant et c'est important la qualité. On va voir un peu ces notions-là. Cette notion de langage adressé à l'enfant, c'est vraiment ce que l'enfant entend, mais ce que l'enfant entend qui lui est adressé. C'est pas quand on met la radio ou la télé, etc. Ça, c'est pas du langage adressé, c'est du langage de fond. Du langage adressé, c'est d'être dans l'interaction, c'est aller chercher l'intérêt de l'enfant, c'est d'être face à lui, etc. C'est important que le langage soit adapté à son niveau, mais la plupart du temps,
Les gens le font très très bien. Enfin, on ne se met pas face à un bébé en lui disant « Est-ce que je t'ai parlé du cours de la bourse ?» On lui dit « Mais oui, t'es fatigué. » Il y a un langage adressé à l'enfant qui spontanément est très adapté aux besoins et aux capacités attentionnelles. On ralentit, on augmente la musicalité. Il y a beaucoup aussi de travaux qui montrent à quel point, sans aucunement en avoir conscience, les adultes parlent différemment aux enfants et ça s'ajuste au niveau de langage des enfants. Il y a vraiment des choses qui montrent ça. Et si possible, en suivant ses intérêts. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre les intérêts de l'enfant ? Parce que si vous parlez à un enfant qui est en train de jouer avec des voitures en disant « mais belle ta voiture, mais ton auto, c'est une auto rouge et elle dépasse », vous êtes dans ses intérêts et ce que vous dites, ça va l'intéresser et ça va rentrer. Si à ce moment-là, vous dites « allez, viens, on va lire un livre » et qu'il n'a pas du tout envie de lire un livre, mais vous n'avez pas son intérêt. Et c'est comme tout le monde, hein, quand on n'a pas envie d'apprendre ou quand on n'est pas intéressé, mais on perd une partie de nos capacités. En gestion cognitive, on va dire qu'il y a une charge mentale à essayer de s'ajuster. Si vous êtes dans les intérêts de l'enfant, vous avez toute son attention. Et au début, les capacités intentionnelles, elles ne sont pas très, très grandes. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est de s'asseoir à côté d'un enfant et de mettre des mots sur ce qu'il fait et de lui donner un vocabulaire riche. On y reviendra, mais ce n'est pas compliqué de soutenir le langage d'un enfant. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien, si ce n'est qu'il y a ce qu'on appelle, nous, un dosage, donc une intention importante qui est nécessaire, surtout quand les enfants ont des difficultés. Mais il n'y a pas besoin d'être logopède pour faire ça. Il y a plein de gens qui font ça très très bien. Alors les logopèdes, elles peuvent aider, guider, mais au quotidien, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites pour soutenir le langage des enfants. Alors je vous ai dit, on a besoin de quantité. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est assez impressionnant. On met des petits capteurs comme ça sur les enfants et on peut, en fin de journée, télécharger tout ce qu'ils ont entendu. Est-ce que c'est du langage qui leur est adressé ? Est-ce que c'est de la radio qui a parlé l'enfant, l'adulte ? Et on peut faire des statistiques. Donc, on peut vraiment quantifier le langage adressé. Et c'est vraiment passionnant. On peut voir, par exemple, exactement à quel moment l'enfant a appris tel type de mots, les mots qu'il apprend dans la cuisine, les mots qu'il apprend avec ses copains, etc. Donc vraiment, on est arrivé à un niveau d'extraction de données qui est vraiment très impressionnant pour comprendre les éléments. Mais on n'a pas eu besoin d'attendre l'intelligence artificielle pour s'intéresser à ça. Et les premiers qui ont travaillé sur le langage, ils avaient un petit carnet et ils notaient les mots que les enfants disaient. Puis il y a eu les enregistrements, puis les vidéos, et puis maintenant ce qu'on appelle des corpus denses. On peut aller vraiment chercher beaucoup de choses. Alors, un élément important, c'est une étude assez ancienne, mais que je vous présente parce qu'elle a été d'abord très, très largement répliquée, et puis elle est très importante pour nous. Elle montre que le niveau ou la quantité de mots qu'un enfant entend est très différente selon son niveau socio-économique. Alors, donc, vous voyez que quand on a le L, donc si on est d'un niveau bas, low statut socio-économique, un enfant entend environ 600 mots par heure. Dans un niveau socio-économique moyen, c'est le double. Et dans un niveau socio-économique élevé, on est vraiment on est presque à un ratio 4 fois plus important. Et les chercheurs qui ont mis en évidence ça, ils ont considéré que la différence entre les enfants qui étaient d'un niveau socio-économique bas ou élevé, entre 3 et 4 ans de vie, c'était une différence de 30 millions de mots en moins qu'ils ont entendus. Alors bien sûr, ce n'est pas 30 millions de mots différents, mais ça veut dire que si on pense que pour apprendre du langage, il faut entendre du langage, vous voyez que la différence, elle est déjà en termes de quantité de mots qui sont entendus. Et c'est important parce que si on ne parle pas aux enfants, ils n'ont pas l'opportunité d'apprendre. Donc ces aspects de quantité de mots, ce sont des aspects qui sont forts et qu'on peut expliquer pour plein de choses, parce qu'effectivement, si on est dans la précarité, sa priorité, c'est peut-être de savoir ce qu'on va manger, où on va dormir, et pas de parler à son enfant. Enfin, il y a plein de choses, et vraiment, je ne voudrais pas être dans le jugement ici, mais les données nous montrent à quel point, particulièrement sur le vocabulaire, il y a un effet majeur du niveau socio-économique. Et ce niveau-là, il est des tout petits.
Et donc, évidemment, il est cumulatif. Ça veut dire que les enfants, quand ils arrivent à l'école maternelle, il y a déjà un énorme décalage qui va s'accentuer, etc. Donc, la quantité, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu de veiller à ce qu'il y ait des possibilités pour les enfants d'avoir suffisamment de quantité de langage. Ça peut être un enjeu pouvoir que les enfants puissent fréquenter une crèche, une halte garderie ou des choses comme ça, simplement pour être... Parce que si un enfant est face à la télé, ça ne compte pas comme quantité de langage adressé, parce que ce n'est pas du langage en interaction. Ce qui compte, c'est du langage où on regarde un enfant, etc. Alors, il y a aussi des éléments sur la qualité du langage. Je pense que sur chaque dia, je pourrais vous raconter beaucoup de choses, parce que le développement du langage, il y a vraiment plein de choses intéressantes à raconter. On sait aussi que la qualité du langage parental compte, et elle compte même plus que la quantité. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité ? C'est la diversité des types de mots. Est-ce qu'il y a des adjectifs ? Est-ce que c'est du langage qu'on appelle décontextualisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sort de l'ici à maintenant ? Maintenant, si je dis tu prends ta balle, etc., elle est belle, et je peux faire du langage qui est très contextualisé. Mais si je dis tu te rappelles, hier on a été chez mamie et tu avais ton sac, mais là on est dans du langage qui est décontextualisé. C'est qu'il faut faire appel, il n'y a plus que le langage qui soutient la compréhension. J'ai plus la balle devant moi, etc. Le langage décontextualisé, c'est très important pour beaucoup de choses, et la plupart du temps, ça aide aussi pour la grammaire, etc. Là aussi, il y a des variations selon le niveau socio-économique. Ces travaux-là ont permis de mettre en évidence ce qu'on appelle la notion d'un input de qualité, c'est-à-dire en quantité et en qualité suffisante pour que l'enfant puisse faire fonctionner ces mécanismes neurobiologiques d'apprentissage du langage. Il faut qu'il soit quelque part nourri suffisamment. On sait que c'est plus important. Les derniers travaux montrent que le poids relatif donne plus d'impact à la qualité. Alors, je ne suis pas une spécialiste du multilinguisme, mais je connais quand même l'apprentissage de la langue, et je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à l'apprentissage bilingue. Les cerveaux des enfants bilingues ou multilingues, parce que parfois ce n'est pas 2, mais 3 ou 4 langues, ils ne sont pas différents. C'est juste qu'ils ont des défis un peu différents, ce qui est que là où un enfant va apprendre une étiquette pour un concept, les enfants multilingues, ils doivent en apprendre plusieurs. Et parfois, dans des situations où il y a un mot qu'ils apprennent dans toutes les langues, et puis des mots qu'ils apprennent que dans une langue particulière. Un enfant qui est scolarisé en français à l'école, mais qui ne parle pas français à la maison, il y a des chances pour que le vocabulaire arithmétique il soit appris en français et qu'il n'y ait pas spécialement d'équivalent. Donc ça, c'est des défis, effectivement. Mais à nouveau, dans les messages que je vais vous faire passer, le langage, c'est en interaction, mais le multilinguisme n'est pas une difficulté pour le langage. On sait que si on regarde le nombre de mots donc ici vous avez des graphiques avec l'âge ici, donc vous avez des enfants entre 1, 10, ça veut dire 1 an, 10 mois, jusque 2 ans, 6 mois, donc au début, vous voyez que si on regarde les enfants monolingues, ils connaissent plus de mots que les enfants qui sont bilingues en anglais et puis en espagnol. Donc, alors, ce qui se passe, ce sont des données américaines, et en général, quand les enfants sont bilingues avec de l'espagnol, il y a aussi des aspects socio-économiques qui sont un peu différents. Ce n'est pas tout à fait des enfants comparables. Mais donc, vous voyez qu'il y a effectivement, si on regarde le vocabulaire, on va se dire, oh mon Dieu, quand ils sont multilingues, ça ne va pas du tout. Ils connaissent très peu de mots. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on commence à mettre ensemble les mots que les enfants apprennent dans leurs différentes langues, il n'y a plus de différence. Les différences disparaissent. Donc c'est sûr qu'un enfant, il ne peut pas apprendre en même temps. Disons que s'il doit apprendre 100 mots, s'il les apprend qu'en français, le taux d'exposition, il est très important en français, puisque 100% de son temps d'éveil est sur le français, il va apprendre plus vite ces 100 mots du français. Quand il apprend 100 mots et qu'il apprend plein de langues, il va peut-être en apprendre 75 en français, 20 et puis 5, mais il apprend aussi 100 mots. Il est aussi capable d'apprendre la même chose. Et ça, c'est très important de regarder les choses sur l'ensemble des langues. Et ce qu'on sait, j'ai résumé beaucoup de choses là-dessus, mais je pense que ça, c'est des choses qui sont très importantes à retenir, c'est que le multilinguisme ne crée pas de retard ou de difficulté de langage. On a vraiment beaucoup de travaux qui montrent ça. Un enfant ne sera pas en retard parce qu'il est multilingue, parce qu'il apprend plusieurs langues.
il peut être multilingue et avoir un problème de langage, parce qu'on va le voir, on peut penser qu'il n'y a pas de raison que les multilingues ils aient jamais de difficultés dans leur équipement neurologique. Donc il y a aussi des possibilités, mais c'est jamais, le multilinguisme n'est pas une cause des difficultés. Et dans le cas où il y a des difficultés langagières, elles ne sont pas majorées par le fait d'apprendre plusieurs langues. Et donc, il n'y a aucun argument valable actuellement dans la littérature en faveur de l'abandon d'une des langues de l'enfant. On pense que c'est essentiel que l'enfant puisse garder ses langues, même si... Alors après, il y a des stratégies différentes pour voir comment il peut garder ses langues, etc. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas juste une langue, mais aussi une culture, plein de choses qui sont autour. Et on a beaucoup de données pour montrer que ce sont des éléments qui sont importants. Alors l'idée, c'est d'essayer de pouvoir inclure et de reconnaître les différentes langues de l'enfant. Ça ne veut pas dire que la même personne doit parler toutes les langues, etc. Mais ça veut dire qu'il faut donner une place à ces différentes langues et aux aspects culturels qui sont portés par ces langues-là. Donc à la fois le multilinguisme et l'interculturalité sont essentiels pour le développement des enfants. Et comme professionnel, c'est important de ne pas prendre des décisions qui détricotent ça. Alors après, c'est difficile, mais on a de plus en plus de guidelines, de recommandations, de façons de faire pour y arriver. C'est un idéal, parfois on n'y arrive pas complètement, mais en tout cas l'idéal, il est celui-là, et le message, c'est le multilinguisme n'est pas une difficulté pour apprendre, et enlever une langue à un enfant, ça a toujours des conséquences, et ça doit pas être le plan A. Donc sur l'acquisition du langage, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que le langage se passe dans l'interaction, qui repose sur le langage adressé à l'enfant, en quantité et en quantité, et qui n'est pas complexifié par le multilinguisme. Ça va, vous êtes toujours là? Alors je vous emmène dans les défis, ou en tout cas quand le langage n'est pas si simple. Donc on a vu que quand on apprend une langue, il y a un équipement neurobiologique, il y a des interactions, etc. Mais dans les troubles neurodéveloppementaux, sans qu'on comprenne d'ailleurs toujours très bien quels sont les mécanismes, même si on fait de la recherche pour essayer de comprendre, mais il y a des enfants pour lesquels il y a une altération à cet équipement neurobiologique. Et cette altération, elle peut se traduire par des difficultés d'attention, elle peut se traduire par plein de choses, mais elle peut aussi se traduire par des difficultés de langage. Et moi, je vous emmène aujourd'hui à zoomer sur ce qu'on sait sur les difficultés de langage. Alors, je vous ai dit, les enfants apprennent à parler vers 1 an. Donc, la plupart du temps, quand on commence à se tracasser, c'est souvent vers 2 ans. Et vers 2 ans, on sait qu'on a à peu près 20% des enfants, c'est pas rien, 20% des enfants, qui n'ont pas 50 mots dans leur vocabulaire. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils n'ont pas 50 mots? Parce qu'on utilise des choses assez simples, en logopédie ou les médecins, ou qui sont ce qu'on appelle les inventaires. On a des petites listes de toute une série de mots et on dit aux parents, est-ce que vous voulez bien cocher les mots que l'enfant utilise, même s'il les déforme très fort, hein. On aurait coché nécopampe pour hippocampe chez la petite Ninou, mais elle a un mot pour ça. Et après, on compte, et chez les petits, au début, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques mots, puis à un moment donné, ça augmente. Et donc, on a des enfants qu'on appelle les parleurs tardifs. Il y a 20% des enfants de 2 ans qui n'ont pas ces 50 mots. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'ils vont devenir, ces enfants. Et ce qu'on sait, c'est que 75% de ces enfants vont récupérer une trajectoire normale vers 4 ans, et 25% auront des difficultés persistantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut voir dès 2 ans, mais à 2 ans, il y a quand même plein de choses où les enfants vont récupérer. Donc c'est important de regarder les trajectoires. On va se demander si c'est une trajectoire qui est plutôt rassurante ou bien une trajectoire où les difficultés s'installent. On a de plus en plus d'études de cohorte. Je dirais que 2010-2020, là, c'est des études longitudinales où on a des données pour essayer de voir ce qui explique qu'un enfant évolue bien ou évolue moins bien. Ça demande de prendre beaucoup de données, d'avoir du longitudinal, mais on commence à avoir des éléments et de pouvoir modéliser ça. Ce qu'on sait en général, c'est que sur les 20% d'enfants, hein, quand on fait le ratio 3/4, 1/4, on est à peu près à 6%. Retenez ce chiffre parce qu'on y reviendra. 6-7%, parce qu'il y a parfois des enfants qu'on n'a pas vus à 2 ans, mais on est un peu sur des prévalences de cet ordre-là.
Et les enfants qui vont avoir des difficultés, on va parler de troubles développementaux du langage. Alors je ne sais pas, est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui ont déjà entendu ce terme? Quand même. Ok, mais pas tout le monde. Hein. Et est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu parler de dyslexie? Ok. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc qu'est-ce que c'est que le trouble développemental du langage? C'est un trouble neurodéveloppemental, donc dans la famille de tous ces troubles-là, qui émergent dans l'enfance et qui persistent à l'âge adulte. Ça, c'est une autre façon de parler d'un trouble neurodéveloppemental. Et c'est les personnes qui ont on va parler d'un TDL, donc un trouble développemental du langage. Elles présentent des difficultés pour apprendre, pour comprendre et utiliser la langue orale. Et ce sont des difficultés qui ont un impact fonctionnel, c'est-à-dire qui les empêchent de faire des choses dans leur vie sociale, les empêchent d'apprendre, etc. Ce n'est pas juste, il y a un petit défaut de prononciation, donc c'est un trouble qui entrave de la même façon. On va retrouver dans beaucoup des troubles neurodéveloppementaux cette caractéristique de est-ce que ce trouble empêche l'enfant de vivre sa vie comme il voudrait la vivre. Si la réponse est non, on n'est pas dans le TDL. Si la réponse est oui, ben là, il y a des raisons d'y être. Alors, c'est une appellation parapluie. Alors, si j'ai passé du temps tout à l'heure à vous montrer qu'il y avait de la phonologie, de la morphosyntaxe, du lexique, etc., c'est parce qu'on peut avoir des difficultés un peu dans tous les domaines et plein de combinaisons possibles. Et donc, on va dire que les enfants ont un TDL, mais ça va recouvrir plein de réalités différentes. Tous les enfants n'ont pas exactement le même déficit. Ça peut se manifester différemment. Il y a des enfants qui peuvent être très inintelligibles, il y a des enfants qui seront plutôt avec un manque d'humour, il y a des enfants qui vont avoir des combinaisons un peu différentes de difficultés. Donc, ce n'est pas toujours facile de les repérer. Alors, je vous ai mis un parapluie vert, mais il y a des manifestations qui vont du vert clair au vert moyen, vert foncé. Ce n'est pas la même chose. Ça peut changer les symptômes d'une personne à l'autre. Ça peut changer aussi selon la sévérité des troubles, selon les profils, selon comment ça fonctionne à côté, leurs points forts. Est-ce que c'est un trouble du langage avec des troubles attentionnels ou sans trouble attentionnel? Ça ne va pas faire la même chose. Mais ça va aussi changer chez une même personne par rapport au développement. Donc, on travaille maintenant depuis longtemps avec ces patients. Puis moi, j'ai fait ma thèse en 2003, donc c'est vous dire, donc ça devient vieux. Donc les enfants que j'ai vus, ils sont devenus des adolescents et des adultes. Et ils peuvent expliquer ça, ces adultes, maintenant que, en fait, ils ont toujours eu leur trouble du langage, mais il y a des moments où ça a été plus dur. Il y a des moments où il y avait des défis très particuliers. À l'adolescence, se faire des copains quand on a un trouble du langage, c'est vraiment difficile. Ils peuvent identifier l'impact fonctionnel et les difficultés peuvent varier. Donc, c'est difficile de vous faire le tableau type d'un enfant. On peut regarder des vidéos, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un problème avec le langage? Est-ce que c'est un problème qui a l'air un peu particulièrement au niveau du langage? Alors, on distingue dans le consensus international, on va distinguer les troubles du langage qui sont relativement isolés dans le sens où on ne sait pas identifier la cause, des troubles du langage qui sont associés avec quelque chose où on peut identifier la cause. Par exemple, des troubles du langage avec un TSA, avec une déficience intellectuelle, avec une aphasie, avec une déficience auditive, etc. Quand il y a une perte auditive, c'est sûr que le langage va être altéré. Dans les troubles développementaux du langage, il n'y a pas tout ça. Ils ont une intelligence normale, ils ont des bonnes capacités auditives, ils n'ont pas de difficultés de l'ordre de l'autisme, etc. Mais ils ont quand même un problème de langage. Donc, on a cette distinction-là. Mais il peut y avoir une comorbidité avec d'autres troubles. Par exemple, les troubles attentionnels sont souvent... Plus de 50% des enfants qui ont un trouble du langage ont aussi un trouble de l'attention. Les troubles développementaux de la coordination aussi. Les troubles d'apprentissage, vous avez vu le lien entre le langage oral et le langage écrit et l'importance du langage oral, y compris pour les mathématiques. Donc, c'est pas très étonnant que quand on a un problème de langage oral, on a aussi des problèmes d'apprentissage. Donc, il y a des tableaux différents qui vont colorer différemment le profil d'un enfant. Ça concerne toutes les langues et tous les pays du monde. Ça n'existe pas de dire qu'il n'y a pas de TDL chez soi. Moi, j'ai déjà eu
des discussions un peu surréalistes à l'INAMI avec nos partenaires flamands qui disaient donc eux, ils n'en avaient pas. En fait, c'est pas vrai. Et évidemment, il y en a à partir du moment où c'est un problème génétique et un problème d'équipement neurobiologique. On peut être moins bon pour les diagnostiquer, mais c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Et c'est un trouble d'apprentissage de la langue. Et ça, c'est un critère important, c'est-à-dire qu'une personne qui apprend plusieurs langues, elle va être en difficulté dans toutes les langues qu'elle apprend. Parce que c'est vraiment l'apprentissage de la langue qui est compliqué, quelle que soit la langue. Donc si vous avez un enfant qui est très bon dans une langue et qui n'est pas bon dans une autre langue, ça, ce n'est pas un trouble développemental du langage, c'est un problème d'exposition. Il suffira de soutenir plus l'autre langue et ça va fonctionner. C'est un critère diagnostique important quand les enfants sont multilingues, d'aller regarder si effectivement toutes les langues sont atteintes aussi. Et puis, s'interroger aussi sur la façon dont on va pouvoir soutenir ces différentes langues. Alors, on parle d'un handicap invisible, un peu comme cette cape d'invisibilité d'Harry Potter. Là, on ne voit pas forcément... c'est un déficit qui ne se voit pas, moins qu'un trouble attentionnel où l'enfant bougerait beaucoup, des choses comme ça. Mais c'est un trouble qui est quand même très envahissant pour les enfants, qui a un impact important. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait... Ça, c'était clairement moins connu que la dyslexie. Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est moins connu parce que c'est moins fréquent? Mais non, parce qu'en fait, c'est même un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents. On considère qu'il y a une prévalence d'à peu près 7% et demi d'enfants pour les âges scolaires, ce qui veut dire que c'est une prévalence de 1 enfant sur 14. Donc, dans une classe, il y en a 2. Vous ne savez peut-être pas lesquels, mais il y a 2 enfants qui ont des défis particuliers avec le langage. C'est bien plus fréquent que l'autisme, c'est aussi fréquent, voire un peu plus fréquent que la dyslexie, qui est pourtant mieux connue. C'est 46 fois plus fréquent qu'une déficience auditive chez l'enfant. Ce n'est pas un concours, évidemment, de savoir ce qui est, mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de très fréquent, qui n'est pas connu, et que la difficulté, c'est que si ce n'est pas connu, mais ce n'est pas soutenu. Et ces enfants-là, ils ont des difficultés, si on ne les repère pas, on ne peut pas mettre des choses en place. Alors, est-ce que c'est moins connu parce que ça n'a pas de conséquences? Ça a des conséquences. Il y a des risques élevés en termes de santé, de bien-être et même de sécurité. On voit qu'il y a plus de risques d'avoir un trouble de la lecture si on a un trouble du langage, plus de risques d'avoir un trouble d'orthographe, d'avoir des difficultés en maths, 12 fois plus de risques d'avoir toutes les difficultés combinées. 6 fois plus de risques d'avoir des niveaux cliniques d'anxiété, donc de ne pas pouvoir être capable de verbaliser les choses, mais ça a un impact sur la santé mentale. 3 fois plus à risque d'avoir une dépression, particulièrement à l'adolescence. Les filles avec un TDL sont 3 fois plus à risque d'abus sexuels par rapport à la population. C'est très difficile de la notion du consentement quand on comprend pas bien les nuances et quand on ne sait pas l'exprimer, c'est un problème. Parmi les délinquants, il y a une prévalence du TDL bien plus importante, alors pas spécialement parce qu'ils sont plus en passage à l'acte, mais aussi parce que simplement parfois la compréhension des règles, des aspects. Et donc il y a vraiment des enjeux à se préoccuper du TDL. Alors la terminologie a été très longtemps très confuse, on a utilisé beaucoup de termes différents, mais l'idée maintenant, depuis 2017, est de se mettre tous d'accord sur un terme commun pour justement essayer de le rendre plus visible. Donc vous avez peut-être entendu parler de dysphasie, de retard de langage, de troubles primaires, de troubles... Enfin, il y a eu plein d'appellations différentes. Maintenant, on va parler de troubles développementaux du langage. Une des raisons pour lesquelles on ne le trouve pas toujours, c'est que on trouve que ce qu'on connaît. Donc, si on met ses lunettes de psychologue scolaire, on va souvent trouver des dyslexies, mais on ne va pas spécialement penser à aller vérifier si le langage oral est bon. Chez un neurologue, il va être plus attentif aux troubles de la coordination. Un pédiatre ne va pas rater un TDAH, etc. C'est évidemment caricatural, mais le fait de ne pas avoir ce diagnostic-là en tête, ne pas savoir que c'est une possibilité assez fréquente, fait qu'on peut passer à côté des troubles. Et les troubles langagiers passent au dernier plan. Dans les troubles du comportement, on sait qu'il y a une grande partie d'enfants qui ont des troubles du comportement qui ont fait des troubles de la compréhension. Et donc, quand on n'arrive pas à se faire comprendre,
Ben, parfois, quand on a 5 ans, qu'on a un garçon et qu'on ne sait pas se faire comprendre et qu'on ne sait pas négocier, on tape un bon coup pour avoir ce qu'on veut. Donc, ça fait partie aussi de ces éléments-là. Je ne suis pas du tout en train de dire que tous les troubles du comportement ont une origine langagière. Je dis que parfois, sous quelque chose où il y a un trouble du comportement, il peut y avoir d'autres types de causes et qu'il faut aller les chercher. Parce que tant qu'on n'aidera pas l'enfant à développer son langage, ben, cette cause-là va rester. Donc, comme les comorbidités sont la norme, les troubles qui sont mieux connus sont souvent à l'avant-plan. Et parfois, on s'arrête. Et donc, le message ici, c'est de se dire, allez regarder s'il n'y a quand même pas autre chose. On sait par exemple qu'il y a plus de 80% des enfants qui ont des troubles émotionnels et comportementaux, qui ont des difficultés langagières non identifiées. Donc, ce n'est pas l'exception, c'est presque la norme en fait. Et surtout les difficultés de compréhension. C'est facile d'entendre un enfant qui bégaye ou qui prononce mal. C'est plus difficile d'identifier un trouble de compréhension ou une faiblesse de vocabulaire parce que si on ne cherche pas, ça ne se voit pas. C'est vraiment un trouble invisible. Mais ça a des impacts. L'impact du TDL sur la réussite scolaire, mais il y a un impact. La réussite scolaire est plus limitée. Presque la moitié des enfants, jusqu'à la moitié des enfants, ont aussi des problèmes avec l'apprentissage de la lecture, mais pas tous. Certains apprennent bien à lire et on va utiliser d'ailleurs le langage écrit comme moyen de compensation pour soutenir le langage oral. Et on sait que ce sont des enfants qui sont plus à risque. Alors, c'est pas bien repéré non plus chez les plus grands. Quand les enfants n'ont pas de problème phonologique, on se dit que c'est pas ça, parce que sinon on l'aurait vu. Mais il y a des enfants qui ont des grandes lenteurs, qui ont des problèmes. Enfin, si on ne teste pas la compréhension, on peut passer à côté de ça, y compris quand on a de l'expérience et qu'on travaille là-dedans. Il y a des enfants vraiment qui sont bluffants dans leur mécanisme de compensation. Et puis quand on va regarder, on se rend compte qu'en fait, non, il y a un gros problème de compréhension et que si on ne travaille pas ça, ça va être compliqué et il ne va pas pouvoir y arriver. La plupart du temps, les troubles plus visibles se résorbent au niveau de la phonologie. On a heureusement plein de rééducation qui fonctionnent bien, donc on peut soutenir un enfant par rapport à ça. Mais quand les troubles les moins visibles restent, les manques du mot, les problèmes de compréhension, on peut avoir l'impression que l'enfant a tout récupéré. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'il peut rester vraiment des difficultés. Je voudrais vous montrer aussi que ça doit être considéré comme un enjeu de santé publique. Alors je vous raconte ça parce que si on considère ça comme un enjeu de santé publique, on va donner une réponse de santé publique et moi ça m'intéresse de réfléchir de cette façon-là. Alors qu'est-ce que c'est que les critères pour être un problème de santé publique? On va les regarder les uns après les autres. Et puis j'ai oublié de vous dire, j'ai déposé mes dias sur Orbi. Donc si vous tapez Orbi et mon nom et le nom de la conf, vous allez tomber dessus, vous pourrez les avoir si vous voulez chercher les références ou si je vais trop vite parce que j'ai voulu vous raconter plein de choses. Donc, vous aurez ça à disposition. Donc, pour être un problème de santé publique, il faut un impact sur la santé de la population et sur la qualité de vie. Et on a plein de littérature qui montre que ça a un impact à partir souvent de 4 ans. Et entre 4 et 9 ans, il y a un impact important. À l'adolescence aussi, en tout cas, le fait d'avoir un trouble développemental du langage, ça altère la qualité de vie des enfants. La prévalence est considérée comme élevée, on a parlé de 7,5%, c'est une prévalence élevée. Est-ce qu'il y a un caractère évitable? Est-ce que ça peut être réduit par des mesures préventives efficaces? Absolument. On a beaucoup de protocoles d'intervention qui fonctionnent bien. Donc si les enfants ont accès à des aides bien construites, vraiment on a des interventions efficaces. Il y a des domaines dans lesquels on a plein d'interventions efficaces, la phonologie par exemple, et de même c'est plus compliqué, la morphosyntaxe c'est plus compliqué, mais le vocabulaire, etc., il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une distribution inéquitable? Absolument. Alors, le TDL n'est pas causé par l'environnement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai montré que c'est plutôt au niveau de l'équipement neurobiologique qu'il y a des difficultés, mais n'empêche, il y a un impact avec l'environnement. Parce que quand les vulnérabilités socio-économiques augmentent, la prévalence du TDL va augmenter aussi. On a vu aussi que, et c'est pour ça que je vous ai montré ça tout à l'heure, que la quantité et la qualité du langage pouvaient varier avec l'environnement. Donc on a des enfants qui sont à risque au niveau de leur équipement, et puis s'ils sont dans un environnement plus fragile, eh bien, on va avoir vraiment une prévalence qui va augmenter. S'ils sont dans un environnement très stimulant, c'est pas la même trajectoire développementale. Donc, 3 fois plus de risque d'avoir un faible niveau de langage quand l'enfant vit dans la précarité.
Alors parfois, on vit dans la précarité aussi parce que ses propres parents ont un problème de langage, n'ont pas pu avoir une scolarité, sont sans emploi, etc. Il y a des choses qui peuvent aller ensemble, qu'on peut expliquer. Donc, il y a un impact de l'environnement et c'est pour ça qu'on doit s'organiser et réfléchir par rapport à ça. Mais ça n'est pas causé par l'environnement, ça n'est pas causé par le multilinguisme, mais ce n'est pas causé par l'environnement. Donc ça, c'est aussi très important de l'avoir en tête. Mais ce n'est pas pour ça que l'environnement ne peut rien faire. Et il y a un impact social et économique, oui, puisque quand on a un trouble du langage, on a moins de possibilités d'avoir un emploi, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, et on a plein de belles histoires, mais c'est en tout cas plus un parcours compliqué. Donc le trouble développemental du langage, il rencontre tous ces critères-là. Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que c'est un trouble qui est moins connu, mais qui est fréquent, qui a des impacts, qui n'est pas toujours repéré et donc pas pris en charge, et qui est un enjeu de santé publique. Alors, une dizaine de minutes pour voir ce qu'on peut faire. Si on pense que c'est un enjeu de santé publique, et vraiment on peut le montrer, il faut une approche large, il faut une approche qui touche la santé et l'éducation. Il faut travailler à la fois sur la promotion, sur la prévention, en réfléchissant avec un cadre robuste et en étant ancré dans des données probantes, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans des actions dont on n'est pas sûr qu'elles peuvent faire la différence pour les enfants, parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours évidemment c'est des choix et c'est des coûts, donc il y a des éléments à prendre en compte. Un élément important, c'est la prévention universelle, c'est-à-dire s'intéresser à tous les enfants dans les premières années de la vie, c'est-à-dire sensibiliser tout le monde au rôle et au développement du langage, au rôle des parents, de la famille, à la façon dont on peut soutenir le langage dans des routines quotidiennes, comment est-ce qu'on peut simplement mettre des mots, donner un langage de qualité, etc. Et comment est-ce qu'on peut aussi trouver du soutien si nécessaire. Alors, il y a des choses à ce niveau-là, des campagnes de presse, des ressources. On peut travailler avec tous les prestataires de la petite enfance. Puis on a des projets en crèche aussi, où on sensibilise les péricultrices à comment est-ce qu'on peut stimuler au mieux les enfants, quelles sont les bonnes pratiques par rapport au langage, etc. Et il y a malheureusement, une possibilité d'amélioration, parce que quand on étudie la qualité des interactions, elle n'est pas souvent suffisante dans ces contextes-là. Il y a une chouette campagne de l'ONE qui s'appelle « Appeler un chat », sur laquelle on a travaillé il y a quelques années, mais qui est toujours disponible. Ils ont décliné, ils ont continué à faire plein de petites capsules avec des conseils à différents pour le 0-3 ans. Vraiment, il y a un wet dog qui s'appelle « Langage Agirto ». Il y a plein de petites capsules, plein de trucs très, très concrets. Donc, n'hésitez pas à aller mobiliser des choses existantes. Et ils travaillent encore à faire ce genre de choses. Je pense que l'ONE est un partenaire important pour la prévention de première ligne. Ce qui est important aussi, c'est de donner des ressources et de surveiller le développement du langage à des moments clés. Autour d'un an, parce qu'autour d'un an, l'enfant il doit dire ses premiers mots. S'il ne parle pas, le premier réflexe aussi, c'est d'aller vérifier son audition. Est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose ? Donc il y a des moments comme ça où il faut aller regarder les choses. 2 ans et demi, c'est l'entrée dans l'école. Il y a quand même beaucoup de choses. 2 ans, je vous ai dit, il y a 20% des enfants qui ont des difficultés. Donc ceux-là, il faut aller les repérer. Pas spécialement pour les envoyer chez la logopède, mais pour être attentifs, pour essayer de mettre plus de soutien, parce qu'ils ont des besoins plus importants. À 3 ans, à 4 ans, etc. C'est important d'avoir une idée de la trajectoire précoce des enfants. Alors, il y a des projets avec l'ONE, il y a Naître et Grandir, où dans les consultations, ils prennent des mesures, etc. Mais ce n'est pas tous les enfants et ça pourrait être soutenu. En tout cas, ce sont des pistes importantes de pouvoir regarder ce qu'il en est. Pour les familles, pour les crèches, pour l'école, il faut privilégier les interactions. Il faut être disponible. Alors, c'est sûr qu'un des enjeux qu'on a maintenant, une des difficultés qu'on a, c'est que les parents sont moins disponibles. Ils sont sur leurs écrans au lieu d'être en interaction avec l'enfant. Et ça, le souci des écrans pour le développement de l'enfant, pour moi, ce n'est pas un souci de l'enfant avec l'écran. C'est surtout que le parent ne lui parle plus parce qu'il fait autre chose. Donc, c'est en termes de quantité et de qualité que les choses sont importantes.
Quand on ne comprend pas un enfant, c'est pas très utile de faire répéter. Enfin, on peut faire répéter, mais il y a un risque à faire répéter. Si vous apprenez une nouvelle langue et chaque fois que vous faites une erreur, on vous fait répéter, vous allez vite voir que vous avez arrêté de parler. Et ce que nous, on veut, c'est surtout pas ça. On veut que les enfants parlent parce que c'est aussi à la fois à partir du langage qu'ils entendent, mais aussi à partir du langage qu'ils produisent. C'est une donnée importante pour enclencher des mécanismes grammaticaux. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais les mots que l'enfant dit comptent aussi. Et donc, on ne va certainement pas éteindre les intentions de communication. Donc, ce qu'on sait qui est aussi problématique, c'est aussi utile, c'est de donner le bon modèle. Donc, tout à l'heure, elle a dit le nécopampe. La maman aurait pu dire « Ah, mais oui, c'est un bel hippocampe », vous pouvez le dire plus lentement, vous pouvez insister. Il n'y a pas du tout besoin de faire répéter l'enfant, il faut juste qu'il ait un modèle. Et si vous avez repéré que c'est un mot difficile, vous allez essayer de le dire plein de fois pour que l'enfant entende une bonne forme. Ça marche très très bien chez les enfants. Reformuler, donc s'il y a une erreur, simplement donner un modèle correct. La plupart du temps, donner des modèles, c'est très efficace. Allonger les énoncés, donc quand on dit plus un, c'est si l'enfant dit, tombe balle, on va dire elle est tombée la grosse balle, la balle rouge. On va rajouter un mot, un élément. Vous allez toujours donner un modèle qui est correct au niveau grammatical, mais si l'enfant fait du deux mots, il ne faut pas commencer à dire « Oh oui, tu as vu la grande balle, elle est vraiment super, elle est plus petite que celle de ton frère. » Enfin, il faut juste être au niveau de l'enfant, mais avec un tout petit peu au-dessus, ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Décrire les actions. Ce qui est très difficile dans les troubles du langage, c'est d'acquérir les verbes. Donc, si vous nommez que certaines choses, concentrez-vous sur les actions. Si un enfant joue, vous asseyez à côté de lui et puis vous décrivez les actions. Ah, mais tu fais rouler la voiture, elle s'arrête, oh, elle fait demi-tour, regarde. Enfin, vous mettez des mots et vous mettez des verbes, vous lui donnez des verbes. Et l'enfant, quand il a des verbes ou des mots sur ce qu'il est en train de faire, il fait l'association entre les deux. Et il est dans ses intérêts, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes et qui sont importantes à faire à un dosage important. C'est ce qui compte, en fait, c'est le faire souvent, c'est le faire dans beaucoup de contextes et c'est d'utiliser toutes les opportunités de la vie quotidienne pour mettre des mots. On peut évidemment lui raconter des histoires. On sait à quel point les histoires sont une activité qui soutient le langage. Mais si vous pouvez me demander entre raconter une histoire tous les jours ou être attentif à plein d'autres moments, je vous dirais d'être attentif à plein d'autres moments parce que c'est la notion de fréquence cumulée. Alors évidemment, si vous faites les deux, c'est magnifique. Mais c'est l'enjeu, je trouve, moi, je pense que dans les écoles, quand les enseignants comprennent qu'il y a plus de langage à faire pendant la collation, quand on met les chaussures, etc., que dans l'atelier langage, c'est gagné. C'est comme ça que les choses bougent le plus. Utilisez un vocabulaire précis. N'ayez pas peur d'utiliser des mots difficiles. Les enfants, c'est des éponges. Ils ne vont pas les répéter tout de suite, mais si vous les utilisez, si vous les illustrez, les enfants les apprennent assez vite. Moi, dans une école l'autre jour, il y avait une enseignante qui avait dit « Ah, le banc est mouillé, je vais leur apprendre humide. » Et donc, elle a commencé à dire « Oh, mais le banc est humide. Si je m'assieds, je vais avoir les fesses humides. » Elle l'a répété 3 fois. Ça n'a pas pris 5 minutes pour qu'un autre enfant dise « Ne va pas t'asseoir, c'est humide, etc. » Il suffit de mettre les mots en situation quand ils ont du sens et les enfants entendent et apprennent. Donc, on peut utiliser des mots compliqués, on peut utiliser des éléments, mais pas dans l'absolu comme ça. Il faut que ce soit dans le concret et qu'on explique ça. On travaille avec des enseignantes qui sont merveilleuses pour ça, qui arrivent à rebondir sur n'importe quelle opportunité pour mettre des mots où on se dit parfois « Ah oui, quand même, à 3 ans, tous les enfants ont contourné un obstacle. » On se dit « Ça, c'est quand même des choses... c'est du vocabulaire compliqué et ils les apprennent facilement. » Donc, fournir du langage, profiter de toutes les opportunités, suivre l'intérêt de l'enfant. Jouer, parler, lire des histoires, mettre des mots. L'activité n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites avec l'enfant. Le langage, c'est partout, tout le temps. C'est ça le mot-clé. Bien sûr, il y a des activités qui soutiennent le langage, mais il y a besoin de parler, il y a besoin de mettre des mots.
Je vais passer rapidement. On a un projet avec les enseignants dans ce cadre-là, c'est-à-dire en prévention universelle. On aide les enseignants à soutenir le langage, à identifier les besoins de tous les enfants de leur classe, comment y répondre. Tous les enfants ont des besoins. À 3-4 ans, tous les enfants ont des besoins langagiers. Ils sont différents, il y en a qui en ont plus que d'autres, mais tous les enfants ont besoin d'avoir des modèles importants. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, je vais juste passer ces éléments de Solem. Si ça vous intéresse, on a fait plein de communications là-dessus. Donc, en prévention universelle, il y a plein de choses à faire. Il y a des choses à faire aussi sur des groupes plus ciblés. Les groupes qui sont les plus à risque, on l'a vu, c'est ceux qui vivent dans une situation de vulnérabilité sociale. Et donc, on ne peut pas réfléchir à soutenir ces familles sans réfléchir à soutenir aussi le développement du langage. Ça doit faire partie de l'aide universelle pour ces familles-là. Il y a beaucoup de travaux qui expliquent pourquoi. Et donc là, il y a aussi des éléments plus importants. Donc, si vous êtes assistant social, j'ai des idées là-dessus. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Il y a plein de littérature. Venez me voir. En approche sélective indiquée, quand il y a des signes plus précoces, c'est-à-dire quand on commence à s'inquiéter, on a vu que dans les trajectoires, il y a des enfants qui rattrapent. Donc, on va pas non plus sortir l'artillerie lourde quand ils sont petits, mais on va vérifier qu'il y a une bonne stimulation à plein d'endroits. Mais quand les trajectoires deviennent préoccupantes, évidemment, on va essayer de mettre en place des choses. On ne va pas attendre que l'enfant ait développé plein de difficultés secondaires par rapport à ça. On va essayer de mettre en place des choses. Et en prévention tertiaire, c'est-à-dire quand vraiment les difficultés sont identifiées, à ce moment-là, il faut pouvoir donner accès aux enfants. On sait qu'on a presque 50% des enfants qui n'arrivent pas à avoir accès aux aides dont ils ont besoin. C'est énorme en termes de troubles du langage. Donc on a plein d'enfants qui n'arrivent pas à avoir une aide, quelle qu'il soit, pour aider. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit être... Et tous les réseaux ont de l'importance pour pouvoir orienter, justement, pour ne pas avoir des enfants qui sont perdus un peu en route. Vous voyez, j'ai mis un espèce de filet de sécurité. Voilà, on va essayer d'avoir les mailles les plus petites possibles pour que ces enfants-là ne soient pas perdus. Donc, si on a une logique, puis j'arrive au bout pour entendre vos questions. Mais un modèle de santé publique, c'est un ensemble de mesures où on pense qu'aucune mesure n'est suffisante seule, mais ce qui va faire la différence, c'est de les mettre en place à plein d'endroits. Qu'il y ait des choses qui se passent à l'école, à la crèche, qu'il y ait des consultations, qu'il y ait des logopèdes qui peuvent soutenir, etc. Mais pas que, parce qu'il y a besoin vraiment d'avoir quelque chose. L'intervention doit être précoce pour l'égalité des chances. Elle doit être probabiliste, c'est-à-dire on se dit... c'est un ensemble qu'on réfléchit et on espère qu'on va pas en perdre et que les enfants auront moins accès à quelque chose. Dans un monde parfait, on a des sous pour plein de choses, mais dans le cas d'une infection hautement prévalente et dont les conséquences s'étalent sur le long terme, ce qui est le cas du trouble développemental du langage, les bénéfices d'un service excessif pour certains l'emportent sur les risques d'un service insuffisant pour d'autres. Des fois, on en a fait trop pour certains qui auraient récupéré, mais l'important, c'est pas de rater ceux qui étaient sur une trajectoire fragile. C'est sûr que je vous ai montré qu'entre 2 et 4 ans, il y a 3/4 des enfants qui récupèrent. Et donc, si on commence à faire plein de choses à 2 ans, on va faire dans 3 cas sur 4, ça sert à rien, c'est pas bien ciblé. Mais quand même, se dire qu'on va attendre 5 ans pour voir ceux qui ont vraiment des gros troubles, c'est quand même rater beaucoup d'opportunités et c'est vraiment pas le message que je veux vous faire passer. Donc, juste pour terminer, c'est intéressant de réfléchir à une intervention proportionnée, c'est-à-dire plus d'intensité si les besoins sont importants, d'avoir un modèle développemental, c'est-à-dire c'est pas la même réponse en fonction de l'âge. Selon l'âge des enfants, on a des réponses différentes. Par exemple, autour d'1 an, on a besoin plutôt de ressources universelles, de soutenir les parents, etc., quand ils s'inquiètent, de les rassurer ou de veiller à ce qu'il y ait un soutien à la parentalité. On sait qu'à 2 ans, 2 ans et demi, on va commencer à avoir des enfants qui clignotent un peu. Il peut y avoir des interventions dans des familles ou des choses comme ça. Enfin, il y a des modèles un peu différents. En tout cas, le modèle clé n'est pas d'envoyer tous les enfants en individuel chez une logopède. Il y a plein d'autres choses à faire autrement qui donnent de meilleurs résultats en regardant des aides cumulées.
À 3 ans, on peut travailler avec des petits groupes à l'école. On peut éventuellement avoir... je ne suis pas du tout en train de dire que les logopèdes n'ont pas de rôle, mais je pense qu'avoir une logopède qui intervient dans une crèche ou dans une école, ça peut avoir plus de poids que de sortir un enfant et de le voir chez soi, parce que une fois qu'on a une bonne qualité d'interaction, il y a déjà beaucoup d'enfants qui vont bien progresser avec ça. À 4 ans, à 5 ans, on l'a vu que le langage doit être bien installé. Donc quand les difficultés commencent à rester, on peut se dire qu'elles vont être persistantes et être attentif par rapport à ça. Je pense qu'il y a du sens à travailler dans les lieux où vivent les enfants, où ils apprennent, et à réfléchir à la meilleure façon de le faire comme ça, et de travailler ces modèles-là avec les familles, les professionnels, enfin de co-construire quelque chose pour donner à tous les enfants un maximum de chance. Donc, pour conclure, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand le langage et la communication sont des défis, il faut des réponses multiples qui sont adaptées à l'âge des enfants et aux facteurs de risque. Il faut soutenir le langage adressé à l'enfant et la qualité des interactions. Et le langage, c'est partout, tout le temps. Et tout le monde peut soutenir le langage d'un enfant, lui parler, lui raconter des histoires, mettre des mots sur ce qu'il fait, reformuler simplement sans interrompre l'échange. C'est des choses qui sont très précieuses et qui sont très utiles et qui vraiment font une différence. Donc, en conclusion, j'ai repris mes messages clés, comme ça je vous les entendais 2 fois. Stratégie d'apprentissage, un peu de redondance. Donc, le langage, vous vous rappelez, c'est composé de différents composants avec des trajectoires développementales propres qui interagissent. C'est un socle pour les apprentissages ultérieurs et pour se construire. L'acquisition du langage se passe dans l'interaction, repose sur la qualité du langage adressé à l'enfant, n'est pas complexifié par le multilinguisme. Il existe des troubles développementaux du langage qui sont peu connus mais qui sont fréquents, qui ont des impacts et qui sont un enjeu de santé publique. Et pour y répondre, on va avoir des réponses multiples et on va soutenir la qualité des interactions. Le langage, c'est partout et tout le temps. J'espère que vous repartirez avec quelques messages qui vous parleront. Voilà, merci. Et je vous ai mis quelques ressources pour ceux qui iront chercher les choses sur Orbi, des éléments qui présentent les difficultés dans le langage, un livre d'une de mes collègues sur le multilinguisme et toute une série de croyances ou fausses croyances qui est disponible, et quelques livres pour les familles ou les enseignants sur ce que c'est que le trouble développemental du langage et des boîtes à outils. Puis derrière, pour ceux qui veulent aller découvrir les études, il y a plein de ressources bibliographiques. Merci beaucoup. Alors, comme habituellement, on va prendre les questions de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se jeter à l'eau? Oula, plein de personnes. Madame Maillard, je vous remercie pour l'exposé. Vous m'avez réappris toute une série de choses et qui ne sont certainement pas superflues. Et l'importance de rappeler aussi les tout débuts. Moi, en consultation de neuropédiatrie, en fait, on constate souvent que les choses n'ont pas été prises en charge suffisamment tôt. Et je pense qu'aussi c'est très important de rappeler que le développement repose vraiment, presque essentiellement, voire uniquement, sur le langage oral. C'est la base de tout. Ça, je crois que tout le monde doit en être convaincu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais est-ce que, dans la mesure où on part de là, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire des dépistages beaucoup plus précoces, systématiques, avec l'ONE, et qu'à 2 ans, 2 ans et demi, il y ait un bilan, et pour éviter d'arriver avec donc des enfants qui viennent en consultation envoyés par leur enseignant, qui a dit aux parents, il faudra aller voir un neuropédiatre, savez-vous, mais on n'a pas de données, on n'a pas de bilan avant de faire quoi. Je suis vraiment d'accord avec vous sur le fait qu'il faut s'intéresser à ça tout de suite. J'ai essayé de vous montrer qu'il y a quand même moyen d'avoir des repères, ou en tout cas de vérifier l'audition aussi. Ça doit être des réflexes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants aussi qui peuvent avoir des troubles non diagnostiqués ou bien des otites récurrentes qui font juste qu'il y a des moments où ils n'entendent pas. Et si on n'entend pas, on peut donner tout le langage adressé qu'on veut, ça ne rentre pas.
je serais prudente avec la notion du dépistage, simplement parce que on peut identifier des choses, mais il faut des réponses aux familles. Si on dit juste il y a un problème et qu'il n'y a pas de réponse, donc moi je trouve qu'il faut d'abord apporter les réponses avant d'apporter donc mettre en place des choses pour soutenir les familles là où elles sont, c'est important. Si on travaille avec les crèches, avec les écoles, etc., eh bien on peut déjà mettre des stratégies de soutien les meilleures possibles et évidemment être attentif aux besoins d'un enfant, l'envoyer chez mais ce que je connais des stratégies de dépistage, c'est que parfois on dépiste à la chaîne, on récupère quelque chose et on ne sait pas quoi en faire. Donc, on peut travailler à l'envers. On peut d'abord soutenir et identifier les besoins plutôt qu'identifier des difficultés. Mais je pense que les approches, elles se complètent. Hein. C'est ce que j'essayais de montrer. Mais sensibiliser à la question des interactions de qualité. On a des projets de recherche où on a des... Enfin, je ne suis pas rentrée là-dedans parce que j'aurais pu faire un long cours. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais on a des outils qui permettent de mesurer la qualité des interactions. Et on a fait ça à la fois dans des crèches. J'ai une doctorante qui vient d'avoir pas mal de corpus en crèche à Paris. Elle travaille à Paris. On l'a fait dans beaucoup de projets d'école maternelle. On se rend compte que on a globalement des interactions qui ne sont pas suffisantes en termes de qualité pour soutenir le langage. Pour plein de raisons, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que la plupart du temps, une des difficultés qu'il y a, c'est que les enseignants ou les péricultrices, elles n'ont jamais eu de cours sur comment ça fonctionne, le développement du langage. Donc les gens, s'ils n'ont pas eu de sensibilisation à ça, mais ils partent sur ce qu'on leur a appris, de faire des activités, alors que... il y a plein d'autres choses à faire et que ça fait une différence. Et on peut vraiment améliorer la qualité des interactions. Et puis, une fois que ça démarre, alors après, ça s'enrichit tout seul parce que les professionnels se rendent compte que les enfants utilisent plein de mots, viennent leur parler. Et il y a une espèce de cercle vertueux qui peut se mettre en place quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure, quand il y a 4 enfants qui utilisent humide, l'enseignante, elle se dit « extra, c'est quoi mon nouveau défi ? Je vais leur apprendre un nouveau mot. » Et puis... l'avantage avec les enfants, surtout en tout venant, c'est qu'on a un feedback tout de suite, on voit tout de suite ce qui fonctionne. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Alors moi, je voudrais vous poser la question suivante. Parmi les adultes, il y en a certains qui ont des difficultés d'acquisition d'une langue étrangère, alors que ces personnes s'expriment très bien dans leur langue maternelle. Est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté ? Alors, il y a certainement, il y a souvent plusieurs possibilités, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand il y a des difficultés d'acquisition des langues, il y a des fragilités phonologiques qui peuvent tout à fait être résorbées, mais on va aller chercher, par exemple, des tâches un peu plus compliquées, des tâches de répétition de non-mots, des tâches qui vont chercher un tout petit peu plus les capacités phonologiques que les tâches habituelles. Et je pourrais faire l'hypothèse que chez ces personnes-là, c'est plus fragile. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place, et certainement que si on retourne dans l'histoire de ces personnes-là, il y a eu plus de déformations phonologiques longtemps, etc. Souvent, il y a des fragilités à ce niveau-là, mais qui peuvent effectivement avoir été bien compensées et garder ces éléments-là. Il y a des travaux qui montrent que dans les traitements précoces, la première année, c'est vraiment une année où l'enfant se spécialise pour la capacité à identifier les sons, à percevoir des sons. C'est très, très subtil ce que les bébés font. C'est vraiment passionnant de voir qu'effectivement, à 3-4 mois, ils vont détecter des différences de sons dans des langues, des langues asiatiques, des différences de ton, etc. Et ils réagissent, ils discriminent, et puis à un moment donné, ils ne sont plus capables de le faire. On peut quand même penser, mais on ne sait pas les étudier de cette façon-là, parce que les enfants qui ont un trouble développemental du langage, ils n'ont pas un chromosome qui fait qu'à la naissance, on pourrait les regarder. Mais moi, je fais quand même l'hypothèse par rapport à ce qu'on a, que ces enfants-là, sans doute, dès les premières années, dans les traitements auditifs de base, il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Alors, j'ai une question. Encore la suivante. Comment peut-on faire alors pour les aider à acquérir une langue étrangère quand il y a eu difficulté dans le tout premier âge ? Ben oui. Alors, il faut de nouveau regarder ce qui pose problème dans la langue. Est-ce que c'est un problème de maîtrise du système phonologique ? Est-ce que c'est un problème de vocabulaire ? Est-ce que c'est donc de la même façon, les stratégies pour soutenir le vocabulaire ne sont pas les mêmes que celles pour discriminer les sons, par exemple.
Donc, essayer de bien comprendre l'origine des difficultés et puis les aider à apprendre, parce qu'il n'y a pas... ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui n'apprennent pas. C'est que l'apprentissage, il est moins efficace, il est moins... J'avais un adulte avec un TDL qui expliquait mais moi, c'est comme si j'étais un ordinateur un peu ralenti. Parfois, ça rame, mais un ordinateur ralenti, ça fait quand même des choses. C'est pas un ordinateur éteint. Et donc, ça prend plus de temps. Donc, ça veut dire que sans doute, si c'est pour le problème et sur le vocabulaire, il faudra avoir plus de présentation. Donc, c'est assez injuste. Il y a des enfants qui apprennent après 10 mots, 10 expositions, ils ont retenu. Il y en a qui ont besoin de 20. Donc là, il faudra travailler là-dessus. Si c'est des problèmes de discrimination, ça s'entraîne aussi. On a des stratégies, on a des logiciels qui aident à apprendre ce genre de choses. Donc il faudra aller regarder un peu. C'est ça. La dernière, si je peux me permettre, là, sur la dia précédente, j'ai pas eu le temps de lire, mais en fait, bilinguisme, apprentissage précoce des langues. Donc chez les adultes, c'est pas un bouquin qui peut m'aider directement, puisque ça concerne l'apprentissage précoce des langues. En tout cas, oui, peut-être que... Bon, j'irai quand même voir. Il est en libre accès aussi. Enfin, il est possible en livre, mais vous pouvez télécharger en fichier PDF. Ah, d'accord. OK. Merci beaucoup. Et le site à côté, Aloha Diversité, c'est vraiment un site sur beaucoup de ressources pour travailler avec beaucoup de langues différentes. Il y a plein de choses intéressantes par rapport aux questions du multilinguisme, d'outils concrets, etc. C'est vraiment... D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Par rapport au... Je suis ici. Ah, je ne voyais pas. Dans les familles où on ne parle pas le français, est-ce qu'il y aurait un intérêt avant 1 an à baigner quand même l'enfant dans un bain francophone, ou en tout cas, si les familles souhaitent vivre ici, pour que l'enfant ait plus de facilité d'apprentissage ou pas spécialement? Oui, il y a toujours... J'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça, mais il y a des périodes critiques. Il y a des moments où, effectivement, pour l'apprentissage des langues, vous le savez, que si vous apprenez une langue comme adulte, vous allez avoir un accent, alors que si vous l'apprenez tout petit, vous n'avez pas d'accent, vous allez avoir vraiment le parler parfaitement. Donc, dans des dispositifs où on voudrait que les enfants parlent le mieux possible, c'est toujours intéressant dans les crèches d'avoir des gens qui parlent plein de langues différentes, qu'ils entendent des langues différentes, etc. Ils n'ont pas besoin. Ça, c'est des choses qui vont garder l'éveil à des phonèmes qui ne sont pas forcément stimulés dans le système phonologique. Maintenant, un enfant qui n'a pas de difficulté d'apprentissage d'une langue, il apprendra vite une deuxième langue. Les capacités d'apprentissage des langues des enfants, elles sont très rapides et ils apprennent facilement une autre langue sans effort. Ça n'a rien à voir avec l'apprentissage fastidieux qu'on a chez les adultes. Donc, il y a des périodes critiques qui vont quasi jusqu'à l'adolescence pour l'apprentissage des langues. Donc, voilà, moi, je ne serais pas une famille qui parle une autre langue que l'enfant, mais qui a une bonne stimulation dans une autre langue. Ça stimule très bien un enfant à apprendre le langage. Quand on a très bien appris une langue, on apprend facilement une deuxième, une troisième. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un apprentissage solide dans une langue. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller faire du français s'il est bien stimulé dans ses langues, dans sa langue maternelle. Maintenant, s'il entend plusieurs langues, c'est toujours riche d'entendre plusieurs langues et d'avoir des gens qui s'adressent à lui dans plusieurs langues. Et alors, par rapport à ce que j'ai bien compris, une personne, dans une famille où on ne parle pas bien le français, vaut mieux parler correctement sa langue maternelle. Absolument. Que essayer de baragouiner en français quelque chose qui est pas tout à fait correct. Absolument, pour plein de raisons. Parce qu'il faut un bon modèle et qu'un enfant qui apprend bien une langue quelle qu'elle soit, il est plus fort pour apprendre une autre. Parce que par ailleurs, dans la langue, il y a pas... Enfin, quand on n'est pas dans sa langue maternelle, on ne sait pas donner les mêmes nuances, il y a toute une coloration aussi. Enfin, c'est important que les mamans elles chantent les chansons qu'elles ont apprises dans leur langue et pas commencer à essayer de... Il y a aussi une dimension affective, il y a une culture, etc. Donc oui, soutenez les langues de l'enfant, c'est vraiment important. On sait bien à quel point la place des langues est parfois pas valorisée. Des enfants, il y a des langues qui sont valorisées et des langues qui ne le sont pas. Ça n'a pas de sens. Toutes les langues d'un enfant devraient pouvoir être valorisées de la même façon, quelle que soit la langue, parce qu'apprendre une langue, c'est développer plein de compétences qui permettront d'apprendre plus facilement une autre langue,
quelle que soit cette langue. Donc oui, soutenez la langue maternelle, valorisez-la, surtout si les familles ont l'impression que c'est une langue qui est... s'ils la dévalorisent, il vaut bien mieux que d'avoir un modèle riche et de qualité plutôt qu'un modèle pauvre. Il n'y a pas photo, il y a vraiment beaucoup de données qui montrent ça. Voilà, bonsoir. Vous avez parlé beaucoup de... J'ai parlé beaucoup déjà. On a parlé de la prévention. Oui. Nous, enfin moi et mes collègues ici, on voit beaucoup de sources de retard de langage suite aux écrans. Vous avez parlé des parents qui étaient beaucoup sur écran. Nous, on voit beaucoup, et moi, je vois beaucoup d'enfants qui sont sur écran. J'entends beaucoup des mamans qui me disent qu'elles allument la télé et qu'elles mettent des bébés de 18 mois devant et qu'elles pensent que ça va les aider à parler. Et elle en est vraiment persuadée. Donc, je pense que la prévention vient aussi de beaucoup d'apprentissage de tout ça, et que les parents de maintenant ne savent pas du tout comment il faut faire pour faire évoluer leur enfant, et surtout dans les milieux précarisés, comme vous l'avez dit. Et que, en tout cas, c'est un fléau qui va aller de mal en pis dans les années à venir. Et donc, même si parfois ils ont besoin d'avoir un moment de répit, voilà, moi je reste persuadée qu'être dans la prévention, que ce soit dans les milieux médicaux, dans les paramédicaux, et d'abord dans les ONE, dans les crèches et avec les parents, cette information doit être la plus largement diffusée possible pour les années à venir. Le problème des écrans, c'est quand ils sont à la place d'autre chose. Avoir un parent qui regarde un dessin animé avec un enfant qui après met des mots et raconte l'histoire, et c'est plutôt c'est une source de stimulation, exactement comme un livre ou comme un jeu. C'est quand ça remplace quelque chose qu'est-ce qui est un problème. Pour moi, l'écran n'est pas un problème en tant que tel. On a aussi de la littérature qui montre que d'ailleurs on va utiliser, puis on a des enfants qui communiquent avec des tablettes et des choses comme ça. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est un problème, c'est de penser que l'écran est une interaction. Il n'y a pas d'interaction, même chez Dora l'impératrice, là, ou l'exploratrice, qui dit « répétez après moi », c'est pas une vraie interaction, et les enfants, ils le savent bien. Et donc, voilà, c'est d'être à la place de quelque chose. Un enfant, il a du temps d'éveil, et il faut qu'il puisse... bénéficier de langage qui lui est adressé, pas juste du langage qu'il entend, en fait. C'est ça la différence. Mais je suis d'accord qu'il faut sensibiliser les parents, leur expliquer ça et leur montrer la valeur d'être avec leur enfant, ou bien parce que souvent, effectivement, c'est avec les meilleures intentions du monde qu'on met un enfant devant la télé pour le langage, en se disant... parfois, il y a des familles qui ont appris le langage en regardant des films ou des trucs comme ça, et qui se disent « mais moi, mon enfant, il va... » Sauf que si c'est à la place d'autre chose, ça c'est vraiment problématique. On voit en tout cas, il y a des belles expés comme ça où on a... ils ont comparé de l'apprentissage. Donc ce sont des enfants, que je ne dise pas de bêtises, je pense que ce sont des enfants anglophones et qui apprennent le cantonais dans 3 conditions. Il y a une condition où il y a... c'est un peu comme si c'était un membre de la famille étranger qui venait et qui parlait en cantonais avec l'enfant dans la famille. Il y a une condition où c'est exactement la même stimulation, mais à la télévision, et une condition où c'est à la radio, avec l'idée que est-ce que finalement identifier les sources en se disant que quelqu'un qui va venir, ça va être plus complexe aussi en termes de choses à gérer. Et ce qu'on voit, c'est que le seul moment où ça maintient justement ces capacités de discrimination, c'est avec une personne en temps réel, c'est l'interaction, c'est le fait de voir quelqu'un, c'est de réagir avec lui, et ça, on n'a pas on n'a aucune donnée qui montre que la télé peut remplacer ça, ou que la radio peut remplacer ça. Bonsoir. Voilà, donc moi je travaille avec des tout petits, donc en crèche, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui n'ont pas le nombre de mots de vocabulaire à 2 ans, mais qui sont bien en dessous.
Et malheureusement, le discours, c'est souvent que les logopèdes, c'est à partir de l'école. Donc, quand on parle que les tout-petits peuvent aussi bénéficier de ça, ça reste encore quelque chose, en tout cas. Évidemment. Alors, il y a plein de choses à faire et on a pas mal de projets. Alors, avec les crèches, j'ai un gros projet en Occitanie. Alors, c'est un peu loin d'ici, mais il se fait que là-bas, il y a la région d'Occitanie, dans le sud de la France, avait envie de développer des choses. Et donc, il y a plein de choses à faire en crèche. Pour soutenir le langage, il n'y a pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que les logopèdes, elles ont souvent appris des stratégies d'intervention 1 à 1, etc. Et c'est pas ça qu'on fait dans les crèches. Mais on va. Moi, ce qui me semble intéressant comme action des logopèdes dans les crèches, c'est pas d'être avec les enfants, mais de soutenir toutes les personnes de la crèche en leur modélisant des choses, en leur montrant comment on peut avoir des interactions de plus en plus riches, etc. En partageant un peu les pratiques. Alors les logopèdes, elles sont spécialistes du langage, elles ne sont pas spécialistes de la gestion des enfants. Il y a plein de choses différentes, chacun a un peu ses compétences, mais en tout cas, elles peuvent amener ça. Et ça, on le fait et ça fonctionne. Mais ça, vous le disiez tout à l'heure, qu'il y avait des logopèdes qui pouvaient aller en crèche. Alors du coup, mais c'est ça que je n'ai pas... Nous, on a des projets un peu pilotes, quoi. On fait des projets de recherche, on regarde si ça marche, etc. On regarde ce qui se passe. Mais on a à l'ONE, il y a des formations. Moi, j'ai des collègues qui vont former dans les crèches à ce genre de choses. Donc, dans les formations de l'ONE, par exemple, il y a des formations sur la qualité des interactions, etc. D'accord. Et la plupart du temps... Et ça aussi, c'était un enjeu avec l'ONE, d'accepter qu'on aille dans la crèche, parce que c'est là qu'il faut partir de ce qu'on fait. En fait, c'est simplement de se dire, tiens, vous le faites comme ça, nous, on peut modéliser d'autres choses, essayer de montrer, et on apprend en regardant, en faisant ensemble. Mais oui, il y a des choses à faire, bien plus tôt que, surtout si vous êtes inquiète, si vous identifiez des enfants... Oui, c'est pas toujours évident. Une fois qu'on les a identifiés, c'est quoi faire pour orienter vers les bons professionnels aussi, parce que tous les logopèdes ne sont pas non plus formés, j'imagine, pour les tout petits. Mais je pense qu'il y a déjà plein de choses à faire dans votre crèche. C'est ça l'enjeu, en fait, c'est de se dire qu'il y a effectivement des choses qu'on peut faire à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la crèche pour soutenir plus les enfants ? Quels sont les petits changements qu'on peut faire pour que ces enfants-là, ils aient un peu plus de son qu'ils ont besoin ? Et là, il y a des choses qu'on peut toujours faire. Et on peut accompagner des équipes comme ça. Et il y a des formations, notamment à l'ONE. Merci. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très bien vulgarisé, très clair. Moi, je reviens un tout petit peu sur le bilinguisme précoce, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que le développement du langage passait aussi à partir de 8 ans à peu près par l'écrit. Et donc je me demandais si des enfants scolarisés dans une autre langue que leur langue maternelle, s'il y a un moment donné de leur développement, pour qu'ils sachent écrire et lire leur langue maternelle, la famille devait peut-être compenser ou leur apprendre à lire en fait vraiment à la maison, en plus de l'école qui fait l'autre langue. Dans des systèmes où ce ne seraient pas des systèmes alphabétiques, alors? C'est ça que vous avez en tête? Non, tout simplement des enfants qui iraient en école en Flandre, oui, dès la première maternelle. Est-ce que du coup, à la maison, pour apprendre à lire ou écrire le français, il faudrait le faire nous-mêmes? Mais, en tout cas, une fois qu'ils savent lire ou écrire, être confrontés à des livres en français, ça va les aider à notamment fixer d'orthographe et des choses comme ça, mais vous n'avez pas besoin de réapprendre. Un enfant qui a appris le décodage, les correspondances, entre le français et le néerlandais, il n'y a pas grand-chose comme différence. C'est même plus facile d'apprendre à lire en néerlandais parce que c'est plus régulier. Donc une fois que l'enfant a automatisé, moi j'attendrai que l'enfant ait automatisé le décodage dans une langue, et puis effectivement lui permettre de lire dans une autre langue, ça va enrichir son vocabulaire, etc., dans cette langue-là, en tout cas par rapport à des mots plus complexes ou des choses qu'il n'aurait pas vues. Mais s'il apprend des concepts plus abstraits, ce qu'on apprend après 8 ans, c'est des concepts un peu plus abstraits, je ne sais pas, des choses comme la paix, comme des équations, des choses comme ça. S'il est scolarisé en néerlandais, il va les apprendre en néerlandais. Après, il fera l'équivalence, mais ces concepts-là, il les aura appris. C'est ça. Ok, merci. Mais donc il saura écrire à un moment donné en français.
Oui, ce qu'il va devoir apprendre, c'est les irrégularités. C'est effectivement, à un moment donné, et le français n'est pas une langue facile pour ça, c'est sûr que si on lit et on n'écrit jamais en français, ben, on va faire des erreurs. Mais on est aussi dans un monde où maintenant c'est facile de corriger ses erreurs avec plein de choses. Donc, on a plein de logiciels qui aident par rapport à ça. Donc, c'est sûr que pour soutenir l'orthographe, etc., on sait aussi que voir les mots écrits à une grande fréquence vous aide à fixer l'orthographe. Si on se dit, oh, tiens, ça s'écrit comme ça, et puis on le retient. Okay. Merci. Bonjour, Bonjour. Merci pour votre exposé. Par rapport aux enfants devant la TV, vous avez dit plusieurs fois que les interactions n'étaient pas présentes et que du coup ça n'apprenait pas grand-chose. Et je me demandais votre point de vue sur la lecture à partir d'environ 8 ans, une fois qu'ils ont appris à lire. Est-ce que la lecture n'a pas un énorme impact parce que ça apprend tout un vocabulaire qui n'est pas dans la vie présente? Alors, ce que j'ai dit sur la télé, c'est que remplacer des interactions par la télé, ça n'a pas de sens parce que c'est pas du tout la même qualité d'apprentissage. Après, je ne dis pas que l'enfant n'apprend rien en regardant la télé et qu'il ne peut pas, de la même façon que quand il est en train de lire, il va découvrir du vocabulaire, etc. C'est évident que la lecture est très soutenante pour le langage écrit. Il y a des liens, en fait, entre le langage oral et le langage écrit qui, dans un premier temps, vont du langage oral vers le langage écrit. Il faut un bon support en langage oral pour aider à comprendre. Et puis après, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a un bon langage écrit, on va enrichir le vocabulaire, etc. Donc, il y a des liens un peu bidirectionnels à des moments différents. Au début, c'est surtout le langage oral qui soutient le langage écrit, puis le langage écrit va soutenir le langage oral. Donc c'est évident que si vous voulez, je pense que si nos jeunes à l'UNIF lisaient plus souvent les journaux, ils comprendraient bien mieux les consignes, parce qu'ils seraient confrontés à du vocabulaire plus compliqué, etc. Donc oui, il y a des liens dans les deux sens et la lecture est importante. Merci. C'est vraiment dans le début du développement du langage oral qu'il faut des interactions et on ne va pas apprendre le langage oral avec un enfant à partir du langage écrit chez les petits. Ok, ça va, merci. Alors, on va prendre la dernière question avec la dame qui lève la main. Et après, on va devoir tout doucement clôturer. Merci. Bonsoir. Moi, je suis la maman d'une petite fille de 5 ans qui a différents problèmes de santé, mais dont des troubles du langage. Et la question qu'on a actuellement, c'est de savoir, comme elle a les troubles de langage, est-ce qu'on la maintient encore un petit peu en 3e maternelle pour asseoir et qu'elle améliore son langage avant de passer en primaire avec le langage écrit, ou bien est-ce que le langage écrit va peut-être l'aider à développer son langage oral. Enfin, voilà. Est-ce que la base du langage oral est mieux d'être assise avant de passer à l'écrit ou Alors, pas. c'est difficile de répondre sur un cas particulier sans, bien sans sûr, connaître. oui. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enfants pour lesquels on prend la décision de commencer le langage écrit même plus tôt. Donc, on a des enfants TDL pour lesquels on commence le langage écrit en 3e maternelle. On n'attend pas la première primaire parce qu'on sait que ça va faire partie de leurs moyens de compensation pour avoir accès au langage oral. Donc, postposer en se disant, moi, j'aurais pas cette logique-là. Parce que votre schéma avec la base, voilà, ça me faisait un peu penser au fait qu'il fallait vraiment que le langage oral soit vraiment au mieux acquis. Il faut en tout cas garder une vigilance sur le langage oral. Ce qu'on voit parfois, c'est que quand l'enfant commence à faire du langage écrit, on se dit, on met tout sur le langage écrit et on ne pense pas à garder en ligne de mire, est-ce que le vocabulaire se développe bien, est-ce qu'il y a d'autres types de choses. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Alors, c'est fait que dans le développement de l'enfant, le langage oral vient avant le langage écrit. C'est pour ça qu'on le met ça un peu dans ce socle-là. Mais quand un enfant a des difficultés à comprendre ce qu'il lit, il faut vérifier s'il a du vocabulaire, si ce n'est pas un problème de compréhension des dispositifs grammaticaux, etc.
a priori, je ne prendrais pas comme règle de ne pas lancer le langage écrit jusqu'à ce que tout soit parfait en langage oral, parce qu'on sait se priver d'un moyen de compensation par rapport à ça. Mais voilà. C'est ce que les logopèdes nous ont dit aussi, mais voilà, je voulais... Oui, oui. Bon, c'est déjà rassurant qu'on parle de la même chose. Très bien. Concordance d'indices, c'est très bien.